bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle cinéma avec des amoureux de pop culture. Moi, c'est Vincent Todini. Et moi, c'est Caroline Poisson. Chaque mois, un sujet, 2 invités et à manger. Vincent, tu fais péter le popcorn ? Aujourd'hui, on termine la saison en apothéose. On va en effet parler d'un sujet qui nous tenait à cœur depuis qu'on a lancé ce podcast avec Caroline. Aujourd'hui donc, on s'aventure en terre du milieu et on vous parle du Seigneur des Anneaux. Et pour parler du Seigneur des Anneaux, on accueille Katia Lanero Zamora, qui est une habituée du Popcorn Club, autrice, scénariste et script doctor. On accueille pour la première fois Nicolas Stettenfeld, qui est attaché scientifique à la BILA. Pour ceux qui ne connaissent pas, la BILA, c'est la Bibliothèque des littératures d'aventure. C'est sa première fois avec nous, j'espère qu'il n'est pas trop nerveux. Et nous accueillons Christophe Mavroudis, qui est un habitué du Popcorn Club, qui est réalisateur, scénariste, présentateur de films. Il fait plein de choses. Je pourrais parler 10 minutes de sa biographie, mais c'est surtout un fan absolu du Seigneur des Anneaux. Alors aujourd'hui, ce sont vraiment eux les experts, ce sont vous les experts, les copains. Aujourd'hui, on va vraiment vous écouter, enfin surtout moi, j'avoue que je suis très très spectatrice, j'ai tout vu version longue 15 fois, mais je ne suis pas du tout expert, donc je sens que je veux en avoir plein les oreilles. Et je voulais un peu d'abord vous demander, avec vous, pour vous, comment vous l'avez vécu votre première fois avec le Seigneur des Anneaux ? Katia, ta première fois avec le Seigneur des Anneaux ? Alors moi, ma toute première fois avec le Seigneur des Anneaux, ce n'était pas le livre, ce n'était pas le film. Alors attention, je devais avoir 12-13 ans. On allait à l'école à Saint-Bar et le matin, il y avait un ami qui passait me chercher pour qu'on traverse la citadelle, parce qu'on habitait tous les deux Sainte-Walburge. On traversait la citadelle, le parc, et puis on descendait les escaliers de Buren. Et un matin, il me dit, mon parrain, il est parti en Nouvelle-Zélande. Je dis, ah bon, il est cool. Il me dit oui, pour aller dessiner une cité des elfes. D'accord, ok, super. Et puis en fait, c'est des années plus tard, en regardant Le Seigneur des Anneaux, qu'il m'a confirmé qu'il était dépêché sur l'équipe artistique qui allait. Donc mon premier contact, c'est celui-là. C'est classe. Voilà, très c'est classe, super classe. Et après, on m'avait offert le bouquin parce que je commençais à vraiment bien aimer la fantasy. Je ne l'ai pas lu, mais par contre, je suis tombée amoureuse des films d'une manière assez abyssale. Des films ou d'un personnage en particulier ? Mais ça, on en a parlé toutes les deux en off. Clairement, il y avait l'homme de ma vie dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, Gollum, évidemment. Absolument. Au moins, c'est un obsessionnel. Quand Voilà. il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. Voilà. Hashtag MeToo. Bien sûr, je parle d'Aragorn, mais j'aurais dû le partager avec Caro, donc ça aurait été compliqué. Oui, c'est parce que oui. Mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas toutes les deux envie de la même face d'Aragorn. La même facette d'Aragorn, non. Christophe, toi, ton premier contact avec le Seigneur des Anneaux ? Moi, le premier contact, je devais avoir 13 ou 14 ans, et en fait, c'était le compagnon d'une de mes tantes qui savait que j'appréciais beaucoup les univers d'imaginaire, notamment Star Wars, dont il était passionné aussi, et qui m'a dit tu devrais te lancer dans Le Seigneur des Anneaux. Et la première chose qu'il m'a montré, c'était pas les livres à l'époque, c'était le dessin animé de Ralph Bakshi, qui a été vraiment ma première rencontre avec ça. Alors le film, on va pas spécialement parler de dessin animé ici, même si je pense qu'il a eu pas mal d'influence sur la structure. Je sens que tu vas nous en parler. J'en parlerai après, mais pas du film en lui-même, mais de comment ça a influencé Jackson. Puis après, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a eu trois romans dans les sous-genres de l'imaginaire qui m'ont marqué. Au niveau de l'horreur, c'était ça, de Stephen King, quand j'avais 13 ans. Au niveau de la science-fiction, c'était Dune, quand j'avais 14 ans. Et au niveau de la fantasy, c'était Le Seigneur des Anneaux, quand j'ai eu 15 ans. Et après... un beau tiercé. Hein, voilà, c'est ça. Et le contact avec Le Seigneur des Anneaux, après, ça m'a amené à vouloir à la fois faire du jeu de rôle, à m'imprégner là-dedans. Et puis, quand on a appris que Peter Jackson allait faire les adaptations, pour moi, ça a été une espèce de combo magique absolument gagnant, dans le sens où j'étais déjà fan de Peter Jackson avant, depuis Bad Taste, Brain Dead et tout ça. Et que l'association de ce cinéaste avec Le Seigneur des Anneaux, pour moi, ça a fait, comme dirait Venkman, ça a fait boum là-dedans. Quoi. Il y a un truc qui se passait, et avec les quelques potes que j'avais, on s'est dit, mais c'est absolument génial ce qui est en train de se mettre en place là-bas. Et effectivement, ça s'est concrétisé, même si on pourra parler un peu en détail du fait que c'était un pari qui était loin d'être gagné lorsque ça s'est mis en place. Et à l'époque, par contre, j'ai eu la chance de croiser Peter Jackson quand il est venu à Bruxelles en 1999, et où il était en train de faire le casting du film, pour le coup. Et très classe. Tu n'as pas essayé d'auditionner ? Non, Mais c'était toi, j'aurais peut-être pu faire Gollum. C'était toi le premier acteur qui devait incarner Aragorn en fait. On y reviendra après avoir discuté avec moi à Bruxelles en fait. Donc il y avait Peter Jackson et Fran Walsh, donc je pense que c'est important de parler aussi ici. Merci. Et toi, Nicolas,
C'est quoi ta première expérience avec Le Seigneur des Anneaux? Moi, c'était avec les livres, alors, parce que j'ai lu beaucoup assez jeune, et donc je les ai découverts en folio junior, je pense que c'était sorti la trilogie, et je les ai lus, mais bon, je suis pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis pas si vieux que ça. Oh. Et donc, Même plus jeune que nous. oui, Ah et, ouais, T'es plus jeune que nous? je suis de 87. Donc, Ah ouais, je suis plus vieille que toi. et donc j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, en tout cas, au moins les 2 premiers tomes, juste avant que T'as pas l'air vieux, hein, si on peut. Je pensais juste que t'avais notre âge. Non, j'ai tendu le bâton, c'est pas grave. Donc j'ai dû les lire fin des années 90, quoi, un tout petit peu avant le film, au moins les 2 premiers. Et puis j'ai découvert le film à l'orgie derrière parce que ça a été évidemment un coup de foudre, les romans. Je pense que je les ai lus au bon âge, c'est vraiment l'âge auquel il faut lire Le Seigneur des Anneaux. Quand on le découvre adulte, il peut paraître un peu lourd, mais quand on a encore cet imaginaire d'enfant, voilà, à 10-12 ans, c'est le bon âge pour découvrir Le Seigneur des Anneaux. Donc j'étais fasciné, puis j'ai découvert le film, le premier que j'ai acheté en cassette vidéo, parce que ça existait encore à l'époque et que ça coûtait moins cher que les DVD. Donc mes finances me permettaient d'acheter la cassette que j'ai regardée en boucle, petit, version courte du coup, avant de découvrir les versions longues un peu plus tard. Voilà. Et tu peux un peu nous parler des films, justement, vu que des livres, pardon. Oh là là. Est-ce que tu peux un peu nous parler des livres, Nicolas? Oui, donc ça a été la consigne. Je suppose que ça peut être considéré comme un bizutage, comme je suis. C'est ma première ici dans l'équipe, c'est parler en 10 minutes de Tolkien et de ses livres, de son influence. Donc je vais essayer de faire très très vite, mais je pense que c'est vraiment important. Nous, on est en mai, mais on va sortir en juin, et c'est le mois des examens, Nicolas. Voilà, c'est ça, exactement. De toute façon, c'est important. Je pense vraiment de recontextualiser ça pour bien comprendre même les films et leur influence. Donc Le Seigneur des Anneaux, c'est un livre écrit par Tolkien. Tolkien, c'est un auteur anglais qui est né à la toute fin du 19e, je pense que c'est 1892, qui est parcours biographique un peu triste quand même, parce qu'il a perdu ses 2 parents assez jeunes, son père quand il avait 4 ans, sa mère quand il avait 12. Il a été mis sous tutelle, etc. Mais c'était un garçon brillant vraiment, qui a fait des études brillantes, qui a une carrière universitaire brillante, puisqu'il est devenu professeur à Oxford, à l'université d'Oxford, où il était philologue. C'était un spécialiste des textes médiévaux et du vieil anglais, de l'ancien anglais. Voilà. Mais à côté de ça, c'était vraiment alors un pur geek, quoi, on peut le dire. C'est la quintessence du geek, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était complètement passionné par un imaginaire, par son imaginaire et l'imaginaire aussi de la mythologie et des mythologies notamment scandinaves, anglo-saxonnes, germaniques. Et au début, son projet, parce qu'il travaille assez tôt, dès les années 1910, il commence déjà à travailler sur son imaginaire qui deviendra alors la Terre du Milieu. Son objectif, c'est d'écrire un peu une mythologie à l'Angleterre qui n'en a pas vraiment, parce que pour des raisons historiques, là, les textes un peu fondateurs de l'Angleterre, c'est la mythologie arthurienne. Et la mythologie arthurienne a été écrite par des auteurs français au XIIe siècle essentiellement. Et donc ça, il trouvait que c'était un peu injuste que l'Angleterre n'ait pas sa propre mythologie. Et donc il voulait écrire une sorte d'épopée mythologique de l'histoire de l'Angleterre, ce qui finalement il va abandonner. Donc on peut pas dire que la Terre du Milieu, c'est l'histoire de l'Angleterre, mais au début, c'était ça, vraiment son idée. Et donc il va travailler un peu, et toute une sorte de contes, de langues. Enfin, il va vraiment créer tout un univers qu'on appellera la Terre du Milieu, qu'on appelle le légendaire en français, ou le légendarium. Les langues sont d'ailleurs super importantes, puisque justement des contextes il va créer la Terre du Milieu, entre autres pour développer des langages aussi qui sont les langages elfiques. Parce qu'il est linguiste, il est passionné de langue ancienne, voilà. Et donc finalement, sa publication, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, les deux textes les plus connus, sont un peu accidentel, puisqu'il n'était pas... il voulait publier, mais il était tellement obsessionnel sur son œuvre qu'il retravaillait tout le temps qu'il n'arrivait pas à publier. Et Bilbo le Hobbit, c'est presque une commande, en fait. En tout cas, c'est un texte qu'il écrivait pour ses enfants, qu'il retravaillait, et qui finit, parce qu'il participe aussi à des cercles littéraires d'amis, notamment avec Lewis, l'auteur des Mondes de Narnia. Où ils faisaient lire leurs textes. C'est pas rien. C'est pas rien, non, c'est ça. J'aurais bien voulu être une petite souris quand même. C'est ça, exactement. Où il participait. Je pense que tu aurais pu franchement y participer. Ah mais je crois que j'aurais juste écouté. Comme ça, Ouais, ping-pong, tu ça. vois. Waouh. Et donc voilà, ce texte du Bilbo, passant d'une main à l'autre, arrive chez un éditeur qui trouve ça génial, qui demande à Tolkien de le finaliser. Et donc c'est vraiment sorti comme un livre pour enfants, le Hobbit. Et ce que ça est d'ailleurs, c'est vraiment un livre pour enfants qui est très 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 bien et qui bénéficie d'un succès énorme. Donc ça sort en 37, il me semble, 1937. C'est un succès énorme, c'est tout de suite réédité. Et alors l'éditeur lui demande évidemment de faire une suite, la suite qui sera Le Seigneur des Anneaux. C'est d'ailleurs pour ça que Le Seigneur des Anneaux commence comme le Hobbit, en gros. Si vous comparez les deux œuvres, ça commence exactement de la même manière, parce qu'il voulait faire vraiment une suite au Hobbit.
sauf qu'il va être complètement dépassé là par son imaginaire et par son œuvre, parce que au début, donc, il commence à écrire la suite avec Frodon, avec Bilbo qui est âgé. Et qui s'appelait Bingo d'ailleurs dans la première version. Frodon s'appelait Bingo. Ah ouais Ouais. Mon Dieu, Bingo Lotto. heureusement, Ouais, heureusement. il a bien fait de Bingo changer. et Bilbo. Ouais. Ouais. Oui, oui. C'est ça. Et alors, il va être un peu coincé, il ne sait pas trop où il va aller avec cette œuvre-là, donc il va la laisser de côté, il va la travailler, et finalement il va lui falloir entre une quinzaine d'années pour écrire Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il va alors le raccrocher à cette terre du milieu qu'il était en train de construire derrière son légendaire, notamment via cet anneau unique, donc toute l'histoire de cet anneau unique qui apparaissait déjà dans le Bilbo, mais il va du coup réécrire d'ailleurs pour l'anecdote une partie de Bilbo le Hobbit parce qu'il n'avait pas insisté assez sur la dimension un peu, la dimension, l'aspect extrêmement important de l'anneau dans Notamment Bilbo. le chapitre de Gollum. Gollum est réécrit. Et donc il va réécrire ce chapitre-là. Le livre était déjà sorti. Oui, mais Pour il est une réédition. continuellement Ah ouais, réédité. ok. Donc pour des rééditions, il va réécrire pour que Bilbo se raccroche plus à son univers. Et ce qui fait qu'il n'avance pas dans ses Anneaux, c'est qu'il est vraiment obsessionnel sur son univers. Donc la moindre référence, le moindre mot dans une langue qu'il a imaginé doit renvoyer à quelque chose. C'est jamais vide. Et donc s'il fait une référence à un anneau quelque part, à un événement, à une tour, et il doit. Il va chercher. Il va en fait, chercher, il dans- doit réécrire l'histoire de cette tour, l'histoire de Ça. ce monde, et voilà. Et donc, C'est un parcours très déstructuré en fait. Il y a une biographie de Tolkien qui est écrite par Humphrey Carpenter, je pense là-dessus, où il y a des échanges de correspondance avec son éditeur sur l'écriture du Seigneur des Ouais. Anneaux. Et c'est passionnant parce que j'avais toujours eu moi le fantasme que c'était quelqu'un de très structuré, qui savait constamment C'est où il ça. allait. Alors Alors pas qu'en du fait, tout. il est parce parti. que pour gérer toutes ces lignes Ah non, pas du narratives tout. et tous ces Ouais. personnages, Il est parti complètement à un moment donné, il griffonne. Tiens, et si une des idées, c'est que le thème, c'est le retour de l'anneau. En fait, il n'avait pas prévu ça du tout. d'accord. L'apparition de Nazgûl, il écrit à son éditeur. Là, je viens d'écrire un chapitre, je sais pas du tout où je vais. Je viens de mettre un cavalier noir qui apparaît, je sais pas ce Mon qu'il Dieu, cherche. l'éditeur. Et c'est après qu'il dit, il vient peut-être chercher l'anneau et tout C'est ça. ça. Ouais. Et en plus, à l'époque, il n'y a pas de post-it, hein, donc c'est moins facile. Non, c'est et il n'y ça. avait pas de mail non plus. C'est-à-dire que le temps qu'il lui passe le coup de téléphone ou qu'il lui envoie la lettre, il avait déjà avancé de son côté. Oui, c'est ça. donc, En plus, il y a des énormes périodes où il n'écrit pas. Il y a un moment, il y a une année complète où il ne touche pas au Seigneur des Anneaux, par exemple. Donc, Ouais. il y a quelque chose de rassurant là-dedans, je trouve. Mhm. Pour tous les créateurs Oui, d'univers, oui, c'est ça. super que tu parles Mais de tout ça. C'est- rassurant. cet échange de correspondance est super vivifiant justement pour ça, c'est de voir une espèce de processus créatif dans cet tout à fait échange incroyable. qui est super vivifiant parce qu'on voit que justement les idées naissent spontanément. Lui-même disait que la Terre du Milieu, quelque part, il avait l'impression de s'en souvenir plus que de Oui, l'inventer, un peu oui, dans un oui. trip à la Howard par rapport à, Ouais, par ouais. rapport à tout ça. Mais, Tout à fait. mais je trouve ça dingue parce qu'au final, 15 ans, mais c'est pas si énorme en fait quand Pour tu vois faire la tout masse ça. du boulot. Oui, tu vois, c'est quand ça. tu vois que nous, parfois, il nous faut. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, 3, il 4, travaillait 5 son ans. univers depuis 30 ans aussi, au moment où il écrit Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, il peut se baser là-dessus parce que, en fait, la grande œuvre de Tolkien, c'est pas Le Seigneur des Anneaux qui est une commande. En fait, c'est le Silmarillion. Ouais, Et malheureusement, il n'a jamais réussi à le publier parce qu'il était tellement Dense. obsessionnel et vraiment il voulait que ce soit tellement parfait qu'il n'a pas eu le temps sur sa vie de finir cette œuvre-là qu'il voulait sortir, qui avait d'ailleurs été refusée une première fois par un éditeur en moment du Seigneur des Anneaux. Et peut-être, parce que c'est important, enfin on peut parler longtemps de Tolkien, hein, mais c'est pas le sujet ici, mais peut-être parler aussi en quelques mots de l'influence, du succès du Seigneur des Anneaux. Donc quand il sort, c'est un succès énorme, hein, surtout chez les anglo-saxons, hein, parce que c'est très rapidement considéré comme l'œuvre emblématique de la contre-culture, hein, donc la révolution dans les années 60. En Angleterre, le Flower Power, Epicène, etc. Parce qu'ils voient, donc cette génération-là voit dans Le Seigneur des Anneaux une œuvre pacifiste, une œuvre anti-impérialiste, une œuvre qui met en garde aussi contre l'idéologie techniciste et, du capitalisme, par exemple. C'est vraiment typiquement Saruman. Ouais, c'est tout à ça. fait. Et son âge de fer qui se fait littéralement, en tout cas dans le roman, littéralement mangé par la forêt. Ouais, tout à Donc, fait. voilà. Bah, dans Et les donc c'est films, une œuvre vraiment générationnelle, hein. C'est vraiment l'œuvre qui représente cette génération-là, donc qui a un succès énorme et un succès évidemment mérité parce que d'un point de vue, de tout point de vue, c'est une œuvre vraiment majeure. D'abord parce que c'est une œuvre syncrétique par rapport au mythe, hein. Donc lui, il va l'épuiser dans le Kalevala, dans les Eddas, dans Beowulf, donc dans tous ces textes mythologiques, il va puiser là-dedans, il va refaire une œuvre, il va vraiment rassembler toutes ces mythologies dans une œuvre unique, donc ça parle évidemment, parce que tout ça fait partie de notre inconscient, même sans le savoir, donc ça parle à tout lecteur, tout ce sous-texte mythique et mythologique. Puis c'est une œuvre très complète, hein, qui emprunte au conte, qui emprunte au roman, qui emprunte à l'épopée, donc à toutes ces formes narratives. Et puis enfin, c'est une œuvre extrêmement riche de sens.
Donc, on peut y voir énormément de choses. Tolkien n'était pas trop fan des allégories et tout ça. Il détestait ça. il Quand on lui détestait disait que qu'on c'était y une va. allégorie de la Seconde Guerre mondiale, C'est ça. Il donnait des boutons. Mais en attendant, voilà, c'est des textes très puissants, très profonds, très riches et dans lesquels on voit énormément de choses et je pense que ça a joué sur son succès. Mais ça a considérablement influé, évidemment, après surtout l'imaginaire collectif. C'est vrai que, comme tu disais, il y avait les manifestations pacifistes anti-Vietnam aux États-Unis, tu avais des banderoles Gandalf président, quoi. C'est ça. Vraiment, tu tout à avais fait. des photos qui circulent, on voit tout ça. Et puis c'est vrai après que ça a infusé, mais donc à la fois ça a influencé un grand nombre d'illustrateurs, ça a influencé le champ ludique aussi, puisque le jeu de rôle, quand il a émergé, les figures de Donjons et Dragons, elles étaient directement inspirées de Tolkien. Sans Tolkien, pas Donjons et Dragons, Voilà, sans tout à Tolkien, pas World of Warcraft, pas Game of Thrones. La figure des elfes humanoïdes de grande taille, je pense que c'est Tolkien qui l'a créé. Là, tu peux peut-être me le confirmer ou pas, mais je pense que c'est de lui que ça, ça il vient. attire essentiellement des mythologies scandinaves. Mais oui, quand on dit à quelqu'un elfe, on pense à grand blond avec des oreilles pointues, c'est grâce à Tolkien, ça c'est sûr et certain. Donc il a infusé l'imaginaire populaire, ça c'est sûr. Puis il a fondé un genre, je veux dire, la fantasy. Évidemment, voilà, Katia confirme. Donc c'est un genre qui existait déjà, mais qui était cantonné à des petits jeux intellectuels, on va dire, en Angleterre. C'est la figure William Morris, donc c'est des textes un peu médiévalisants, ce que Le Seigneur des Anneaux, sans le talent de Tolkien, aurait pu être. D'ailleurs, des textes assez illisibles, sauf par des intellectuels et des universitaires spécialisés dans ces matières. Et aux États-Unis, c'était l'heroic fantasy, c'était un genre extrêmement populaire, mais extrêmement méprisé, qui était publié, c'est les Conan de Howard, qui était publié dans les pulp magazines, donc vraiment une littérature extrêmement, tout à fait méprisée. Et lui, il va fonder, donc ce genre-là existait plus ou moins prémisse, mais lui, il va créer tout de suite l'œuvre canonique, quoi. L'œuvre quasi indépassable, et qui va aspirer des dizaines, voire des centaines d'auteurs. Sur plusieurs générations. Et encore aujourd'hui. Parce que même aujourd'hui, quand on se revendique de ne pas être Tolkien, c'est un hommage évidemment à Tolkien, en creux. Quoi. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que le modèle même de la high fantasy, avec un univers qui est extrêmement travaillé, extrêmement structuré, tout le truc, ça vient directement de chez lui. L'univers de Conan, par exemple, chez Howard, est loin d'être aussi développé. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. J'ai un mari très très fan du Seigneur des Anneaux et je suis personnellement très très fan d'Harry Potter. À chaque fois qu'on regarde Harry Potter, il n'arrête pas, il fait... Ça, c'est le Seigneur des Anneaux. Ça, désolé, mais ça, c'est le Seigneur des Anneaux. Mais il a pas tort. l'énerve. Après, il y a forcément des archétypes qui précèdent. Mais bien sûr, c'est parce que ça brasse des archétypes et des questions universelles d'une manière tellement fine et tellement en même temps assumée que forcément, on va avoir l'impression que c'est piqué du Seigneur des Anneaux. Mais le Seigneur des Anneaux l'a piqué aussi au grand mythe et à tout ce background universel de la fiction que nous trimballons depuis la littérature orale, depuis les contes, depuis qu'on se rassemble autour du feu, quoi. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Moi, j'adore parler de ça en matière de créativité. C'est sûr que après, un des apports, il est très thématique en fait de Tolkien et Jackson va bien le conserver, va bien l'identifier. C'est à mon sens une des réussites de l'adaptation. C'est justement le fait de se pointer sur les petites gens, sur les petits peuples. C'est l'anti-Conan en la matière. Tout à fait. C'est-à-dire que la thématique, elle est explorée. D'ailleurs, dès le premier trailer du Seigneur des Anneaux, c'était dit très clairement. On voit Galadriel qui s'adresse à Frodon et qui lui dit même la plus petite créature peut changer le destin du monde. C'est vraiment ce dont parle le Seigneur des Anneaux, et c'est moi mon acquaintance avec cette thématique-là fait que ça a été ma porte d'entrée dans une certaine fantasy, là où j'aime bien Conan, mais le côté je deviens roi par mes propres moyens, ça me parle moins que on est devant des petits bonhommes qui n'ont aucune raison de partir de chez eux, mais qui malgré tout vont se plonger dans un véritable enfer pour parvenir de manière complètement désintéressée à... D'ailleurs, la grande figure épique, héroïque Aragorn est toujours en retrait dans l'œuvre, et ça aussi Peter Jackson l'a bien montré. Les plus grands héros de cette épopée, c'est quand même des quantités négligeables, des méprisables, les hobbits qu'on ne prend pas au sérieux. Aragorn qui est une espèce de roi déchu, une espèce de rôdeur qui se cache, etc. Et Éowyn aussi. Les femmes, la femme, la seule femme, on va en parler aussi. La femme, mais qui a un rôle fondamental. Voilà, qui est une des grandes figures de et en fait, je trouve qu'en regardant la trilogie maintenant, dans notre époque actuelle, ça résonne énormément parce qu'au final, et c'est peut-être que c'est pas une allégorie.
peut-être que Tolkien se défendait du fait que c'était une allégorie de la Seconde Guerre mondiale, mais par contre, ce qu'on peut vraiment trouver, à mon avis, de choses qui a dû être vécues par ces jeunes hommes dans cette boucherie, c'est le fait de où est-ce qu'on trouve l'espoir, en fait, quand il n'y en a plus. Parce que franchement, on c'est s'est plus dit... une influence de la Première Guerre mondiale, son Voilà, expérience au c'est front, ça, ouais. son expérience au front. Et si vous regardez les moments... Vous pouvez faire un jeu à boire, et à chaque fois que est cité le mot espoir, Oui, effectivement. vous pouvez boire un coup et vous finissez, à mon avis, à la fin complètement à terre parce Même que... sans boire, après 12 heures, on finit quand même. Oui. C'est vrai. Parce que du coup, c'est vraiment ce qui va être recherché sans cesse par les personnages. Tout le temps. Mais pardon, là, je parle du film. Non, j'ai fait mais un- non, on allait enchaîner. Mais c'est aussi dans... Ne t'excuse dans la absolument trilogie, pas. Plus le refus de voilà. la guerre, parce qu'ils vont Oui. toujours contraints et forcés à la guerre. Hein, c'est- Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, c'est qu'on glisse tout doucement vers les films, mais le personnage d'Aragorn, par exemple, est une des grosses modifications, en tout cas des gros travaux d'adaptation par rapport au Oui, film. ça C'est-à-dire que dans le roman, il sait qu'il va tôt ou tard ressortir un Duril. Il est très convaincu de son destin, même si dans les Apadis, on voit que dans sa romance, notamment avec Arwen, il était plein de doutes dans son jeune âge, mais à l'époque du Seigneur des Anneaux, Il est très Il sûr. est il prêt, est en sûr fait. de lui, c'est Il ce est qu'il prêt fait. à revenir. Alors que tous les éléments de doute, et donc justement de son refus de reprendre le trône et tout ça, ont été introduits dans l'adaptation de Peter Jackson et de Fran Wolf et de Philippa Boyens, parce que je pense que c'est important de dire, même si on a De rendre un à peu César. ce vice, Oui. non, Ouais. on a un peu ce vice du coup de voir le cinéma comme étant une œuvre d'auteur, on a bien fait de se Mhm. battre pour ça, mais donc du coup on focalise toujours sur le nom du réalisateur, Oui, alors et que je pense que là, maintenant le qu'on en arrive à scénariste, parler de ça, c'est qu'il y a scénariste, mais c'est même plus que ça, Oui. c'est vraiment une famille de travail qui s'est Mhm. composée autour du projet du Seigneur des Anneaux, avec notamment donc Fran Walsh pour la situer, qui en fait est une collaboratrice de Peter Jackson depuis les Feebles, Mhm. qui a été sa scénariste depuis, qui est sa compagne et la mère de ses 2 enfants, pas sa femme. Quand, Ah oui. on lui a dit votre mari Peter Jackson, elle dit non, on n'est pas mariés. Et je pense qu'il m'aurait demandé de l'épouser, j'aurais dit non. Et de Philippa Boyens qui les a rejoints également au niveau du travail scénaristique. Et en fait, ils ont très clairement dit voilà, il y a d'un côté Peter Jackson est la personne qui amène tous les éléments visuels, y compris la création dramaturgique des scènes à grand spectacle. Philippa Boyens, c'est plus la personne qui travaille la structure. Et Fran Walsh, c'est plutôt le volet émotionnel. J'aimerais bien Et, interviewer tous ces gens-là. en C'est, fait. D'ailleurs, c'est assez les marrant de invitera. voir que, oui. C'est assez marrant de voir que dans le processus d'adaptation, même quand ils parlent du film, ils sont répartis presque en temps de parole. Fran Walsh a dit très clairement on ne verra pas mon visage. Elle a préféré rester en retrait, notamment pour dire j'ai envie de pouvoir me balader avec mes enfants sans qu'on me reconnaisse, Mhm. alors Ouais. que Peter Jackson est très mis en avant. Ouais. Philippa Boyens apparaît aussi également. Mais l'importance de Fran Walsh se sent énormément parce que même dans l'œuvre de Jackson, ça a toujours été le personnage, je pense, qui a amené toutes les touches vraiment d'ambiguïté et le travail sur des personnages justement au niveau de le ressenti émotionnel. C'est Gollum, j'ai envie de dire, c'est Fran Walsh. La fameuse scène où Gollum se parle à lui-même dans les 2 tours, c'est elle qui l'a amené. La scène où Je pleure, moi, cette Sméagol scène-là, évidemment. arrache l'anneau à Diggle, Mhm. qui ouvre le retour du roi, c'est elle qui l'a réalisé. Donc en fait, elle est omniprésente dans tout le processus d'adaptation, tout comme Philippa Boyens. Et donc c'est vraiment un travail, c'est un triumvirat en fait Et- qui a avancé Et là-dessus. donc alors tu parles d'une équipe de Ah oui, tout à tournage, mais en fait d'où ils viennent en termes de cinéma, Oui, comment ils ont commencé et comment aussi, parce que ça me paraît important, ça a pu influer Mhm. sur une certaine vision du Seigneur Ouais. des Anneaux. C'est ce qui est complètement fou dans cette histoire. Hein. Ouais, c'est ouais, quand tout même à l'origine de ces Mhm. autres de ces Mais réalisateurs. alors ça va être difficile. Je vais Père essayer d'être aussi Casper. synthétique Voilà, que possible. Pourquoi En partant pour le coup d'une anecdote personnelle. C'est vrai que au moment où Jackson, le nom de Jackson ressort pour faire Le Seigneur des Anneaux, dans la tête de la majorité des gens, c'est surtout quelqu'un qui était spécialisé dans le cinéma gore, donc et dans le cinéma de mauvais goût. Donc il a commencé en Nouvelle-Zélande, qui n'avait pas d'industrie cinématographique à proprement parler, en faisant un film fauché qu'il a tourné pendant 4 ans qui s'appelait Bad Taste, où il faisait tout. C'est-à-dire qu'il a 2 rôles dans le film. Il a fait les maquillages, il cuisait les maquillages dans donnait le four son de sa sang. mère. Enfin voilà, et tout ça. Donc il a vraiment bricolé à tout. Puis il a fait The Feebles, qui était un film de marionnettes trash où Fran Walsh l'a rejoint et où là il a dû tourner dans des décors pleins de puces et tout le truc, tout le machin. Puis il fait Branded, qui était le Citizen Kane du gore, comme on l'a dit. Et encore aujourd'hui, il n'y a Extrêmement aucun gore, film qui oui. atteint cette démesure Oui. dans la matière, Si. mais aussi pas simplement dans la quantité de sang, mais dans le nombre de situations qu'on crée pour aboutir à quelque chose qui est grand guignolesque. C'est too much. C'est too much, mais dans tous Tout le les sens temps, du oui. terme. Je l'ai Et- découvert en after à 15 ans et demi, ça a été un fameux choc. Ah oui,
oui, c'était moi, je l'avais vu, j'avais un seau à côté de moi en me disant sait-on jamais. Et en fait, le film est pas dégoûtant du tout à mon sens, pour le coup. Non. Mais au contraire, il montre déjà des choses qui sont importantes à mes yeux pour le Seigneur des Anneaux. Et puis là où tu as une première rupture qui se passe, c'est que juste après Branded, il enchaîne et il fait un film qui s'appelle Créature Céleste, qui est le film qui va révéler Kate Winslet, entre autres. Et où là, pour Vous le l'avez coup, vu, vous, celui-là? Non, incroyable. il part complètement dans un autre registre puisqu'il adapte un fait divers qui est arrivé en Nouvelle-Zélande où justement 2 jeunes filles ont tué la mère d'une d'elles parce que leur amitié était trop intense. Et la mère voulait les éloigner et finalement elle décide de mettre de mettre la mère à mort. Et le film, entre autres, va beaucoup insister sur l'univers imaginaire que ces filles se façonnent entre elles. C'est incroyable. Une terre de fantasy, littéralement, avec des créatures de glaise qui notamment qui deviennent leurs protecteurs et tout ça. Et donc cette rupture-là fait que d'un côté, en 93, Peter Jackson fait Branded, sommet du gore, qui prend tous les prix à Gérard Armer et tout le truc, et l'année d'après il ramasse le Lion d'argent à Venise avec celui-là, le grand écart. le grand écart. Et à ce moment-là il y a déjà quelque chose qui est en train de se sentir pour ceux qui suivent sa carrière, c'est qu'en même temps de film en film, à chaque fois il étend son champ de production. Et c'est un obsédé de la reconstitution historique. Notamment Branded, il va en faire un film historique alors qu'il aurait très très bien pu se passer de ça, juste en gardant l'argument gore. Il va s'efforcer de mettre des images de maquettes juste pour le générique du film, alors qu'elle n'apporte rien à proprement parler, mais c'est toujours explorer à chaque fois un versant supplémentaire technique qui lui permet en même temps de commencer à mettre en place un système de production en Nouvelle-Zélande qui va à la fois va commencer à s'épanouir avec Créature Céleste, puisque là, entre autres, c'est là qu'il met en place Weta Digital. Il y avait déjà Weta qui existait pour faire les accessoires des films précédents, et puis Weta Digital, où ils vont commencer justement à faire tous les effets numériques du film. Et puis là où il tente un autre coup de poker, c'est-à-dire que dans cette période-là, il commence à aller de plus en plus vers Hollywood. Il a des rendez-vous pour discuter avec Bob Shaye, dont on avait parlé sur le podcast sur Freddy Krueger, qui tient à la New Line à ce moment-là, parce que Peter Jackson a travaillé sur un Freddy 6 à l'époque, qui ne s'est pas fait. Mais par contre, au cours de ces aventures-là, il rencontre Robert Zemeckis, donc, qui est le réalisateur de Retour vers le futur, mais qui est aussi le producteur des Contes de la Crypte. Et il commence à écrire avec Fran Walsh un épisode des Contes de la Crypte qui deviendra Fantôme contre Fantôme, en long métrage. Et là où il tente un coup de poker, c'est que alors qu'on est prêt à lui produire un long métrage là-dessus à Hollywood, il dit si on ramène la production en Nouvelle-Zélande, le film coûtera nettement moins cher. Et il arrive à convaincre les producteurs de tenter ça, ce qui lui permet de gonfler l'infrastructure de Weta et de ses schémas de production, en même temps de s'affranchir de la gérance des studios, parce que très souvent ils sont loin. Voilà, les producteurs, les réalisateurs, c'est ce qu'ils font. Quand ils n'ont pas envie d'avoir le producteur dans les pattes, ils vont tourner à l'étranger. Ils se disent, là, au lieu de pouvoir débarquer le matin, il faut qu'ils prennent l'avion et tout le truc, il le fera pas tout le temps. Et il commence. Et quand on revoit Fantôme contre Fantôme maintenant, si vous regardez la silhouette de la mort, on est vraiment dans une répétition générale pour les Nazgûl. On est vraiment là-dedans. Et donc on sent qu'il y a toujours ce désir d'innover, en tout cas de découvrir des techniques, ce qui font que je pense à ce moment-là, il est déjà en train de préparer le champ pour un projet effectivement beaucoup plus vaste. Et lorsqu'il commence à travailler sur le Seigneur des Anneaux, par contre, faut savoir que la fantasy, autant elle reste, je pense, les films de fantasy restent souvent longtemps dans la tête de leurs spectateurs, mais généralement lors de leur sortie en salle, ça marche pas. Aucun des films de fantasy sortis après Conan n'a fait un véritable succès au box-office, y compris Willow, qui est un peu une première tentative de faire le Seigneur des Anneaux, j'ai envie de dire. Ça n'a pas spécialement bien fonctionné. Je dirais même quand George Lucas fait de la fantasy, quand ça marche pas en 88, ça rend les gens prudents, quoi. Alors maintenant, je pense que ce qui fait que le Seigneur des Anneaux va pouvoir se faire, quand ils arrivent, ils sont déjà assez prudents. Déjà, ils disent, on va pas faire 3 films, on va en faire 2. Ils vont aborder pas mal de studios en leur disant, on a 2 films, on a La Communauté de l'Anneau et La Guerre de l'Anneau. Là-dessus. Et ils vont commencer à aller voir, ils vont démarcher chez Miramax, entre autres, qui avait distribué Créature Céleste et tout ça. Et je pense qu'il y a une coordination, par contre, de choses qui font que la fantasy va recommencer à intéresser les producteurs à ce moment-là. C'est qu'en 99, il y a l'épisode 1 de La Guerre des Étoiles qui ressort. Et la Guerre des Étoiles, ça a toujours été plutôt un univers de fantasy. Ça a été plutôt des thèmes de fantasy dans un univers de science-fiction, plutôt qu'un film de science-fiction au sens premier du terme. Et ça va raviver, se dire, bah tiens, il va y avoir cette comète-là qui va passer, il faut peut-être qu'on en profite. Il va y avoir Matrix, en l'occurrence, qui va brasser d'autres thématiques, mais de manière toujours épique. On va retravailler le mythe du héros. Et puis là, ils vont se dire, bah voilà, il y a peut-être moyen de faire ça. Et ils vont tenter des coups de poker régulièrement en disant, notamment quand ils vont retrouver Bob Shaye
de la New Line, et ils lui disent ah bah tiens voilà, mais là on attend une réponse de Miramax rapidement et tout le truc. Ils essayent de faire monter la pression tout en se disant par contre si Bob Shea dit stop, c'est fini, on retourne en Nouvelle-Zélande, c'est bouclé quoi, on s'en sortira pas. Et là Bob Shea leur dit bah oui ok, mais il y a pas trois romans à la base. Et c'est Bob Shea qui va insister pour qu'on reprenne la structure en 3 films en trilogie du truc. Merci Bob. Et voilà, Ouais, merci Bob. Et par contre l'autre pari, alors est-ce que c'est Romer Zemeckis qui leur a sifflé ça parce que c'était le premier à faire ça avec Retour vers le futur 2 et 3, autrement dit filmer 2 films au même moment, ils vont se dire nous le pari c'est qu'on va tout faire d'un bloc. Mais par contre ils entament la pré-production très tôt, ce qui fait qu'au moment où ils sont en train d'écrire, ils sont déjà en Nouvelle-Zélande en train de développer tout le design. Et là, on parlait de l'influence, notamment de Tolkien d'une manière générale. Je pense que là où ils ont un atout, c'est que l'univers de la Terre du Milieu a été décortiqué de manière visuelle par 30 années qui les précèdent. Et donc, du coup, ils vont aller chercher aussi au niveau du concept design, ils vont aller chercher Alan Lee et John Howe, qui étaient 2 illustrateurs qui avaient déjà illustrer la Terre du Milieu depuis des années, c'était des références en tant que telles. Voilà. Le terrain était balisé, sans dire que ça leur a facilité forcément la vie, parce qu'après il y avait des gros défis d'adaptation structurelle au niveau du récit à mettre en place. Ils ont pu se lancer avec aussi, je pense, une énergie folle et certainement quasiment suicidaire, mais qu'ont tous ceux qui ont tout à jouer à ce moment-là. C'est la New Line voulait devenir une major. Ils étaient ils venaient de faire Seven avec David Fincher et tout le truc, donc ils sortaient de l'escarcelle des films d'horreur de série B pour entrer là-dedans. Et puis Peter Jackson, et Weta et tout ça, et je pense que tout le monde avait des trucs, y compris le compositeur Howard Shore, qui était plutôt associé d'habitude aux films un peu plus intimistes, et à qui là on proposait de faire un véritable opéra, et notamment quelque chose qui leur a été utile et qu'ils n'ont jamais retrouvé par la suite, surtout sur Bilbo le Hobbit, qui n'a pas bénéficié de ce travail-là préalable, c'est qu'ils ont eu du coup un long moment pour écrire toutes les thématiques. Howard Shore au niveau musical, il connaissait les thèmes du Gondor, de l'anneau et tout le truc avant même que la production ne commence. Il les avait déjà écrits, ce qui lui a permis lui, en termes d'écriture musicale, de distiller ces thématiques de manière très subtile jusqu'à développer des thèmes qui finissent par éclater à au moment où l'apogée thématique associée se ressent dans le récit, quoi. Donc c'est un gros pari qui se lance, et à l'époque où j'avais rencontré Peter Jackson, ils disent Elijah Wood avait déjà manifesté qu'il voulait faire Frodon, il l'avait dit sur le plateau de The Faculty, il avait dit à moi si je peux faire Frodon, je me bats là-dessus. À l'époque, j'ai les grands yeux mouillés. Pour la petite anecdote, Vin Diesel était fan du Seigneur des Anneaux, il aurait bien voulu jouer Aragorn. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Voilà. Oui. Non. Je pense que tu as. Non, il y a l'ordi qui a coupé. Non, il n'a pas coupé. Ah, voilà, c'est bon, tu peux y aller. Mais non, on t'entend pas. Tiens, vas-y. Je parlais dans le micro de Vincent, on va être encore plus proche comme ça et on va même laisser ça au montage parce que c'est drôle. Non, est-ce que je peux annoncer, je pense que c'est un bug pour pas que j'annonce ça publiquement, mais Vin Diesel c'est un peu mon fantasme honteux, donc ça aurait peut-être fonctionné en radar. Je sais pas. Vin Diesel, je l'ai interviewé, c'est pour ça que je sais cette anecdote-là, celle-là qu'il a dit, je l'ai interviewé. Vin Diesel, il est roi avant même que la communauté se fonde, c'est sûr et certain. Lui, il monte sur le trône. Oui, c'est ça. Il n'a pas besoin qu'on forge l'épée, rien du tout. Pour le côté plus mal alpha, il était présent, on va dire. Ah là, je viens de me prendre un choc. Il faut que je me remette. Parmi les trucs, notamment le casting, lorsque Jackson était venu en 99 à Bruxelles, il expliquait qu'ils étaient en train de chercher des comédiens. Il avait entre autres, il disait que Sean Connery dans le rôle de Gandalf, on n'en parlait pas à musique, ça le motive pas spécialement. Il avait parlé de Patrick McGowan à l'époque. Et c'est vrai que Patrick McGowan, ça fait un peu sens parce qu'il jouait dans Braveheart, il jouait le rôle du roi Édouard dans Braveheart. Et Jackson avait dit grosso modo qu'il avait 2 pôles d'influence pour le Seigneur des Anneaux. Il a dit il y a le Legend de Ridley Scott et il y a le Braveheart de Mel Gibson. Il voulait quelque part fusionner les deux, donc avoir le rendu historique des batailles de Braveheart et en même temps pouvoir aller dans l'imaginaire brut du Legend de Ridley Scott. Mais est-ce que, peut-être que je fabule, mais je me souviens d'avoir lu un article que en fait le succès tenait aussi du fait qu'il n'avait pas voulu une tête d'affiche genre quelqu'un qui pouvait driver le public, quelqu'un de hyper connu, et qu'ils étaient allés chercher des acteurs justement qui étaient déjà expérimentés, professionnels, mais pas non plus un Bruce Willis. C'est le cas de Viggo Mortensen. Voilà. En fait, c'était un acteur qui était très solide. Il avait déjà joué avec Brian De Palma. Il avait déjà fait pas mal de trucs. Mais c'est vrai que c'était pas une tête d'affiche. Et c'est vrai que le plus connu, en fait, c'était Elijah Wood. Mais il s'est entouré d'acteurs qui étaient. Si on prend l'acteur qui interprète Gandalf, il était en train d'accéder à Hollywood, on va dire, après toute une longue carrière britannique. Mais donc d'un coup, il fait Magneto, Ian McKellen
fait Magneto, il fait Gandalf, voilà, il est là-dessus. Christopher Lee, qui était déjà un fan absolu du Seigneur des Anneaux depuis des années, qui est capable de vous parler en noir parler, de vous réciter les poésies directement. Et de chanter. Et de chanter, et de le chanter, lui, quand il voulait faire Gandalf, puis on lui a proposé Saruman, il a quand même été d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de véritable tête d'affiche a permis de se focaliser sur la création du monde, et ils ont évité parfois des évidences, y compris au niveau musical, parce qu'on serait attendu à ce qu'ils aient peut-être cherché John Williams ou James Horner. Enfin, James Horner, il a fait son Seigneur des Anneaux avec Willow, au niveau musical. Il a fait Krull aussi là-dessus, mais il a été chercher Howard Shore, qui était plus connu pour ses musiques de David Cronenberg. Et c'est parce qu'à l'écriture, quand il faisait les tests, il s'était rendu compte qu'il mettait souvent la musique de La Mouche, ou plutôt de films comme ça. Et c'est vrai que Shore a une approche un peu plus atmosphérique là-dessus, et il a, à mon sens, déployé par contre quelque chose d'absolument incroyable en termes de ressources thématiques dans le film. Mais oui, effectivement, la musique se retient vraiment fort, quoi. Tu as la mélodie en tête quand tu le regardes le soir, et qu'après t'es dans ton lit, tu entends la musique, quoi. C'est magique. Il suffit de voir les images de la Comté ou du Mordor ou des Uruk-hai, et t'entends les thèmes du Gondor dans ta tête. Puisqu'on parle de la musique, il y a par exemple un travail qui a été fait dans la communauté de l'anneau sur le fait que le thème de la communauté se construit progressivement. On commence, alors on l'entend dans la version longue en ouverture quand il y a le titre qui apparaît, puis après il se construit juste de note en note jusqu'à finalement exploser lorsqu'on voit la communauté dans la montagne en train d'avancer. Et il atteint un apogée dans la scène de la Moria, qui est une scène, à mon sens, absolument phénoménale. Quand Sam lui rappelle la comté, justement, à ce moment-là. Tout à fait. Et tout ça fait que... il y avait une grosse prise de risque effectivement en la matière, pas forcément de tête connue, un bug en plus au niveau du casting, puisque pour l'anecdote ils avaient à la base, comme ils voulaient réécrire le personnage d'Aragorn, ils s'étaient dit on va le faire plus jeune, et ils avaient pris un acteur qui à l'époque commençait un peu à percer, qui a incarné Lestat le vampire dans La Reine des damnés, qui s'appelait Stuart Townsend, qui était beaucoup plus jeune là-dessus. Et après, est-ce qu'ils se sont encore une fois inspirés de Robert Zemeckis en la matière, puisque Robert Zemeckis dans le premier Retour vers le futur avait fait une erreur de casting, ils ont dû remplacer le comédien principal par Michael J. Fox. Mais là plus loin, non? Ils ont commencé le tournage avec Stuart Townsend, et à un moment donné, un peu la mort dans l'âme, il y a Fran Walsh, Philippa Boyens et Jackson qui se regardent et qui se disent ça passe pas, quoi. On a besoin d'un Aragorn plus âgé. Et donc pour l'anecdote, donc du coup ils téléphonent. On a failli 2 fois, on a failli 2 fois rater. On a failli 2 fois rater Viggo Mortensen. Il n'y aurait pas eu le fils de Viggo Mortensen dans le jeu, vous ne l'aurez peut-être jamais vu là-dedans, puisque donc du coup il téléphone en catastrophe à Viggo Mortensen pour le joindre, pour qu'il prenne le rôle. Et en fait, Viggo Mortensen connaissait le titre du roman mais n'avait jamais lu. Et on lui dit ok, c'est bon, mais si tu commences, tu pars la semaine prochaine et tu arrives en Nouvelle-Zélande pour 3 ans, quoi. C'est un peu le deal. À ce moment-là, Viggo Mortensen va voir son fils quand même. Il lui dit écoute, je vais peut-être partir pour 3 ans, t'en penses quoi? Son fils lui demande c'est quel projet. Il dit Le Seigneur des Anneaux, et le fils était justement en train de le lire à ce moment-là. Et il dit ok, là tu signes, tu démarres tout de suite, quoi. Et merci, fils de Viggo Mortensen. Oui, ça veut dire qu'il a un fils, donc. Mais on aurait tellement de chance. Écoute, si on l'invite au Popcorn Club, Katia. Mais clairement. Mais on va être plus clair. C'est pas Viggo Mortensen, c'est Aragorn. Oui, voilà. Exactement. Soit. Parce qu'il a fait d'autres rôles où il était peut-être un peu moins sexy. Ouais, je sais pas si c'est sexy le vrai mot. Ah oui. Bref, soit. Continue. Mais on m'entend là? Oui, on m'entend. Merveilleux. J'ai réglé le problème. On a un sujet, mais Vincent, c'est le pro de la technique. On a un sujet très très vaste avec Le Seigneur des Anneaux. On va pas faire le résumé en détail de chaque scène, de chaque film version Pourtant, longue. On pourrait ici, on pourrait faire 5 épisodes. Avec du whisky. Mais on pourrait peut-être quand même repartir avec toi, Katia, au niveau du scénario, justement, au niveau des ressorts narratifs, etc. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous raconter. J'ai peur maintenant. Beaucoup, je ne sais pas. Mais c'est clair qu'en revoyant ces 3 longs métrages-là, version courte ou version longue? Version longue. Ok. Je les ai vus, je crois, 15 fois. Et pour la petite anecdote, je faisais les répliques juste avant. Et Étienne, il devenait fou. Tu connais vraiment tout le film. Mais même des phrases... pas iconiques comme fuyez pauvre fou, vous ne passerez pas, ou non, même des trucs tout petits, voilà. Donc de les revoir avec, mais je crois que je dis ça à chaque fois que je participe à ce podcast, de revoir avec les années de bagage en scénario et d'analyse, etc. En fait, je me suis rendu compte que c'était 3 longs métrages, certes, mais que la structure était très sérielle en fait, qu'on a des boucles comme ça parce que il y a énormément de matière et encore. Je pense qu'ils ont coupé énormément. Non, il y a plein de choses. Ils ont fait beaucoup de choix
pour moi fort intelligent. Oui, Je trouve oui, qu'ils ont tout à très fait. bien coupé dans l'œuvre. Mais Qui oui, doivent, ils ont j'imagine, servir toujours la thématique qui est forcément... Oui, les gros passages supprimés sont les passages qui sont finalement anecdotiques, on va dire, dans le schéma global de l'œuvre. Quoi. Ouais, ouais. Sans que ça enlève... sans que ça enlève... qu'on ait l'impression qu'il manque quelque chose C'est ça, au il y a film. eu pour Quoi. les tout fans à fait. évidemment, ils ont été déçus. Mais... Il y a toujours moyen, chacun se fait son propre Seigneur des Bien Anneaux sûr. aussi, Ça, et ouais. à l'importance. En fait, en termes d'adaptation, avant de rendre la parole là-dessus, en fait, il disait constamment, notamment sur le Seigneur des Anneaux, enfin sur la communauté de l'Anneau quand il le montait, il disait faut constamment se rappeler qu'on est avec Frodon. Voilà. C'est avec Frodon qu'on doit être, sauf après forcément quand l'histoire se divise, mais ils choisissent plutôt l'axe d'un personnage bien spécifique en se disant c'est l'histoire d'un tel Parce personnage. qu'au final, c'est un récit très choral qui commence dès le premier titre de la communauté de l'anneau. On va suivre Frodon, donc, qui se retrouve avec un héritage dont il se serait bien passé. Parce que franchement, lui, il aime bien la comté, il n'avait pas spécialement envie de partir. Il a l'exemple de son oncle, mais franchement, il déborde pas d'envie non plus C'est au un début. hobbit, quoi. Voilà, Ouais, c'est un hobbit. Ouais. Je trouve que justement la comté est montrée d'une manière où c'est un peu des anarchistes paysans, tranquilles en fait. Ils vivent pour faire la fête. Un endroit rêvé qui n'a pas l'air menacé du tout par justement la menace, pas menacé du tout par des enjeux politiques. Ils sont bien pépères. Le Ils ont problème, l'air bien, quand tu vois ça, quand tu revois ici récemment, tu te dis j'aimerais bien des mais oui, livres j'aimerais là. bien les vivre là. Mais c'est la Exactement. terreur du temps, mais c'est marrant parce que les comédiens le disent eux-mêmes. Et Qu'on ce en qui arrive m'avait là. surpris quand j'avais vu le film, c'était justement le temps qu'ils prenaient à rester dans la comté au début. Ouais. Oui, c'est ça. Surtout dans ce la qui est- version Surtout dans la longue, version, Ouais, où on bien fait sûr. vraiment la fête avec eux, on rencontre toutes les familles, on comprend la diversité. En Ouais. fait, que la comté, c'est pas juste ce village, c'est énorme. C'est ça. C'est un bel hommage à Tolkien parce que lui adorait la comté. Il La s'identifiait campagne, vraiment au Hobbit. oui. Lui, il adorait ça. Donc, Et on a en ouverture, en fait, finalement, les hobbits, ce sont des grands enfants, quoi. Enfin, des petits adultes, mais surtout des grands enfants, avec des personnages, les 4 personnages, mais aussi Bilbo, en fait, qui a envie de ressentir encore des frissons avant de partir à l'aventure, avant de vieillir, il veut repartir à l'aventure. Manque de bol, il a ramené de la dernière aventure le mal, au final, qu'il va transmettre en plus à Frodon, qui n'a rien demandé. c'est ça. Et que Un peu Gandalf, contraint, quand même. la figure un peu paternelle du truc, va dire ah non, mais ça, il va falloir s'en occuper tout de suite, mon garçon. Et donc, cette épopée commence avec 4 hobbits qui partent à l'aventure chargés d'un énorme fardeau et en fait qui vont être comme l'innocence des enfants face au mal absolu. Je ne vais pas résumer les 3 films, évidemment, mais on va partir avec ce duo Sam et Frodon, très amis, Pipin et Merry, très amis, qui vont entrer dans une communauté où, en fait, une fois qu'ils arrivent finalement dans le cercle politique là, qui va décider de quoi faire de l'anneau, personne ne va penser à les intégrer au truc, quoi. Et comme tout le monde se dispute, parce qu'une des autres thématiques du Seigneur des Anneaux très forte, c'est la cupidité des hommes, c'est-à-dire que les autres... Leur faiblesse morale. Les autres spécimens, apparemment, sont beaucoup plus sensibles au pouvoir de l'anneau. La querelle éclate tout de suite. Et la seule personne qui ne voulait pas, mais qui est bien placée pour porter l'anneau, au final, c'est la créature la moins prévisible, comme le dit... Galadriel quand elle rencontre Frodon. Donc, sur toute cette épopée, en fait, on va voir des personnes qui n'étaient pas censées travailler ensemble, qui n'étaient même pas censées s'entendre, puisque que ce soit Gimli et Legolas qui finissent par tisser une amitié très forte, mais aussi le pauvre Pipin qui se retrouve à être défenseur de l'intendant du Gondor. Les gens, en fait, au fur et à mesure, vont se retrouver dans des positions qu'ils n'imaginaient pas. Peut-être que ce ne sont pas les bonnes personnes, mais vont révéler à chaque fois un grand courage. Et avec cette thématique qui court, que la guerre est inévitable, que le mal est inévitable, et où est-ce qu'on va trouver de l'espoir? Si on n'a plus d'espoir, on n'a plus rien. Et c'est ce qui va trouver sa source dans les relations d'amitié, dans les souvenirs de la comté, dans se battre pour plus grand que nous. Il y a cette scène absolument incroyable qui, moi, m'a tout de suite frappée quand Merry et Pipin rencontrent les Ents et qu'il y a cette grande
discussions hyper lentes. Ça On a prend les le temps, hobbits, on a les ents, et c'est frappant. C'est comme les petites gens qui demandent d'agir et les grandes sphères qui se perdent dans l'administratif. Pardon, mais je vais faire rappeler aussi qu'il y a eu les 3 guerres, 4, 5, 6 en Europe juste avant cette époque-là, où en fait la communauté internationale ne souhaitait pas intervenir partout, a permis que des forces maléfiques arrivent au pouvoir, etc. Dans cette scène-là, où Merry a parce que chaque personnage a son moment de monologue sur la thématique, justement, où il demande qu'il s'implique parce que cette guerre est leur guerre. Tous ces personnages vont avoir à chaque fois, même s'ils sont insignifiants, même si au départ on ne comptait pas sur eux, un moment où en fait ils vont faire basculer le conflit. Et donc l'idée justement de Pipin de les ramener à la lisière de la forêt pour qu'ils voient en fait. Vous faites partie de ce monde. Exactement. C'est un des moments les plus Là, pour le coup, d'ailleurs, c'est un ajout de l'adaptation. Puisque dans les romans, les Ents décident d'eux-mêmes de partir à l'assaut. Donc c'est une manière, je pense, en fait, dans le processus d'adaptation que Jackson a mis en place avec Franolch et Philippa Boyens, il y a toujours une focalisation sur justement apporter une dynamique au personnage. C'est qu'ils ne soient jamais simplement spectateurs de ce qui se passe, mais qu'ils deviennent littéralement acteurs. Et donc, notamment, mais y compris dans la manière de définir les interactions entre les personnages, là c'est vraiment d'un point de vue visuel que ça se joue. Il faut voir le nombre de fois où les interactions des personnages sont annoncées dans la manière qu'ils ont de se positionner les uns par rapport aux autres. Il y a une scène à ce niveau-là qui est très révélatrice pour moi, c'est la scène de la Moria. Je pourrais vous en parler 5 heures. Mais oui, moi ça m'intéresse. C'est notamment... Et on est qu'au milieu du premier film. C'est-à-dire que là, après, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, il y avait des enjeux industriel dans cette scène-là, c'est que c'est la scène qui a été présentée à Cannes en 2001. Et il marchait sur des œufs, surtout sur le premier film. C'est-à-dire que les gens étaient dubitatifs par rapport à une production de cette ampleur-là à réaliser. Donc ils ont fait vraiment un coup de poker à Cannes en dévoilant 20 minutes du film, dont la scène de la Moria qui a été complètement finalisée. Mais quand tu parles de la scène de la Moria, parce qu'il se passe beaucoup de temps dans la Moria, c'est quelle scène? C'est notamment celle, vous ne passerez pas, celle qui a été présentée, c'est la scène les trois longues scènes d'action qui s'enchaînent. Donc je pense en tout cas, il y a le troll, il y a les tombeaux, il y a l'escalier et il y a le balrog, qui sont toutes en termes de point de vue spectaculaire. Tu sors de ça, t'as juste envie de. Mais cet enchaînement même, il était assez fabuleux dans le sens où à chaque fois c'est une source de spectacle différente. C'est d'abord, tu as le combat plus brutal, et puis tu as le moment où ils affrontent l'environnement littéral. Même la musique, à ce moment-là, s'emballe. On a l'impression que c'est des chants de la mine qui sont en train de réveiller les forces pour que tout s'effondre. Et puis, ils affrontent finalement t'as un conflit vraiment mythologique, pour le coup, entre le Balrog et Gandalf, qui se limite finalement à un coup d'épée et un pont qui craque. Mais tout a été mis en intensité, de telle sorte que ça prend des proportions démentielles. Donc déjà, cet enchaînement de 3 scènes d'action faisait que la plupart des personnes qui étaient impliquées se disaient « Mais la scène du Balrog, elle va plus fonctionner. Avec ce qui précède, les gens seront épuisés. Quoi. Comment est-ce qu'on va faire pour faire encore monter la tension ?» Et là où cette scène dévoile des enjeux sur les personnages, c'est qu'on peut voir qu'au moment où le Balrog arrive, avant qu'ils arrivent dans la scène de l'escalier, il y a Gandalf qui dit à Aragorn, maintenant tu prends la tête. Et il lance Aragorn en avant, Aragorn qui le regarde de manière un peu désabusée, du genre qu'est-ce qui se passe, perdu. Puis ils arrivent, l'escalier commence à s'effondrer, commence à basculer. Le premier qui saute, c'est Gandalf. Puis on a, puis on a Legolas qui saute. On a Aragorn qui prend Sam, qui est encore très ténu à ce moment-là dedans. Il le balance. Voilà, il n'y a pas de sens particulier. Mais après, ce qui se passe, celui qui prend Merry et Pip avant de sauter, c'est Boromir, qui va les défendre jusqu'à la mort à la fin de la communauté. D'ailleurs, on voit que c'est Boromir plus avant dans le film qui est en train d'entraîner Merry et Pip. On développe en fait par leurs actions des caractéristiques et les liens qu'ils vont faire. On a ensuite Gimli qui dit personne ne jette un nain, il saute. Alors que mais celui qui le rattrape, c'est pas Boromir, c'est pas Gandalf, c'est Legolas qui le rattrape. Donc c'est l'elfe qui sauve le nain alors qu'ils sont opposés, et donc ça annonce effectivement qu'ils vont se rapprocher. Et puis il attrape par la barbe. Il attrape par la barbe. Voilà, faut quand même que ça se. Et puis ça reste à la fin, elfe, les deux seuls qui restent, c'est ceux qui ensuite vont mener vraiment le combat chacun séparément. C'est Aragorn et Frodon. Et c'est eux qui vont vraiment porter la réussite de la quête. Quoi, c'est vraiment une scène vraiment
représentative du coup, mais à mon avis comme tout le reste du film, d'une autre thématique aussi que face en fait au grand mal, parce qu'au final on a un mal, un œil qui brille, tu ne sais même pas vraiment quel est son objectif, parce que c'est impossible de s'identifier à cet antagoniste. Il veut juste la fin des temps des hommes, ok, mais pour faire quoi on ne sait pas, puisque, enfin soit, une armée qui est faite de créatures qu'il a lui-même générées, qui se ressemblent toutes, c'est aussi impossible pour le spectateur de s'identifier aux Urukai et aux orques, etc. C'est impossible. Ils sont dégueulasses, ils sont cons, ils sont... Ils font peur. Ils font peur, ils sont barbares, dégueux, ils se bouffent les uns les autres, ils n'ont aucun code. Et face à eux, on va avoir justement la communauté de l'anneau, où ce sont tous des gens différents, sur lesquels on parierait pas sur tous, et que ça va être vraiment le moteur de leur réussite, c'est le fait qu'ils collaborent sans cesse. Et qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui décide, c'est toujours des discussions qui sont menées, où on prend la décision ensemble. Il y en a un qui dit « moi j'y vais ». Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas j'y vais. Et du coup, ça entraîne les autres à participer. Il n'y a pas le pouvoir despotique, patriarcal qu'on va trouver chez Sauron. On va avoir vraiment quelque chose de plus partagé. Du coup, les parties sont prenantes, elles sont responsabilisées. On appelle les alliés à l'aide. On ne sait pas s'ils vont venir. Finalement, ils se pointent. Donc, disons que le pouvoir vertical a une très mauvaise image dans Le Seigneur des Anneaux, que ce soit par Sauron ou par même le roi ou le Gondor, par exemple. Oui, c'est ça. Les rois et l'intendant, le roi et l'intendant sont pas trop bien vus quand même. Ah, pardon, mais franchement, dans la bataille de gouffre de Helm, Théoden, tu dis mais tu sers à rien. Franchement, tu ne sers à rien. Oui, et ça explique d'autant plus aussi une espèce presque d'arc de rédemption qu'il a dans le troisième film. Tout à fait. Oui, Théoden, c'est vraiment ça. Hein, il évolue énormément. Par contre, c'est assez rigolo de voir. C'est une anecdote, hein, mais quand on écoute les commentaires audio, je les ai décortiqués en tous les trucs. Il y avait un moment. Donc tu regardes la version longue avec les commentaires audio. Hein, oh là là. de tous les comédiens et de tout le monde. Hein, j'ai tout écouté. Et en fait, tu as une observation de Peter Jackson qui est intéressante, notamment par rapport à Théoden, parce qu'on voit que Théoden, il a été conseillé par Grima auparavant. Mais finalement... Et puis finalement, t'as Gandalf qui se met à ses côtés, et t'as Peter Jackson pendant le commentaire audio qui dit à Philippa Boyens, mais en fait là, Gandalf il fait exactement ce que faisait Grima avant. Oui, c'est ça. Et t'as Philippa Boyens qui dit comme ça, je verrai plus jamais Gandalf de la même manière. Mais Gandalf est un personnage qui est quand même, voilà, il est nuancé. On ne sait pas trop. Et par rapport justement à comment ils ont fouillé la psychologie des personnages, là on reste quand même sur quelque chose. Ils n'avaient pas le temps, j'imagine, mais finalement de quelque chose d'assez léger. Legolas, on ne le connaît pas. Au final, Legolas, on ne sait pas ce qu'il fout là. Il se promène du début à la fin. Il n'est jamais menacé de rien. Il dit les pires phrases possibles, que je me demande comment Orlando Bloom a pu miser sa carrière sur Legolas, parce que ça devait être complètement on le voit très peu à l'écran. Spécifique à jouer, en fait. Voilà. Gimli, au final, il reste très peu de son espèce. On ne sait pas ce que ça lui fait. C'est le bout en train, le seul bout en train. Tout l'humour du Seigneur des Anneaux vient par Gimli, je crois. C'est un choix scénaristique. Il y a Pipin aussi, mais alors lui, c'est le sidekick rigolo, dramatique. Parce que tous ces mais même Merry et Pipin, ils ont quand même un moment quand Pipin ne peut pas s'empêcher de regarder dans le palantir, ou Merry quand il prend position face aux Ents, ou quand il décide de partir au combat, il y a quand même des nuances qui permettent d'aller un peu plus loin dans leur psychologie. Ce que représente Legolas et Gimli, en fait, c'est la naissance de leur amitié. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et puis c'est l'alliance. Et c'est aussi la disparition de ces peuples mythologiques et mythiques pour laisser l'avènement de l'humanité, parce que c'est ça la grande histoire. C'est l'ère des hommes qui arrive, donc c'est la fin du temps mythique et le début du temps historique. C'est exactement ça. D'ailleurs, la première phrase du film, c'est le monde a changé. Oui. Mais par exemple, ce sont les personnages que j'aurais bien voulu savoir ce que ça leur faisait de devoir laisser la place, de se battre pour la terre des hommes, mais eux sont en train de disparaître ou de s'en aller. Ça aurait été, s'il y avait une série Seigneur des Anneaux et qu'on avait le temps d'explorer ça, moi ça m'intéresserait beaucoup. Peut-être ce qu'ils vont faire. C'est peut-être ce qu'Amazon va faire dans sa série. Ça, c'est difficile à dire. C'est un autre âge, non? C'est le second âge, mais c'est l'âge où toutes ces thématiques-là sont déjà présentes. C'est-à-dire que les elfes savent depuis le premier âge qu'ils tout de suite arrivent à devoir partir. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. La construction de cet univers. Mais donc, en tout cas, pour revenir à l'horizontalité, l'hétérogénéité de la communauté de l'anneau qui lance la trilogie, et justement le pouvoir vertical et au final l'obéissance aveugle,
finalement, ce sont des thématiques qui sont reprises dans beaucoup d'œuvres, et qui sont issues au final c'est une guerre civile, quoi. En fait, le Seigneur des Anneaux. Mais cet attachement à ce type de personnage, en tout cas des petites gens et tout le truc, à mon sens, c'est ce qui a fait que j'ai cru en Peter Jackson pour l'adaptation très tôt, parce que les films précédents qu'il avait fait, que ce soit il n'est pas très grand, il se balade pieds nus, mais au-delà de ça, c'est que ce soit dans Bad Taste ou dans Brain Dead, et même en fait, son attachement, les personnages principaux sont toujours dans ces films-là des personnages un peu à part, très naïfs. Dans le cas de Brain Dead, on a une espèce de petite romance comme ça entre deux personnes très naïfs. En fait, ils sont présentés comme des adultes, mais ça ressemble plus à des petits enfants, et des trucs ainsi. Dans les Feebles, on a l'histoire d'un personnage qui travaille dans le monde du spectacle, qui est hyper idéaliste dans un monde où tout le monde se tire dans les pattes et tout ça. Et donc, il y avait visiblement un attachement chez lui à littéralement parler de ces personnes-là, plutôt que de parler de héros ou des trucs ainsi. Lui-même est un fan absolu de l'œuvre de Tolkien, donc je pense que ça peut être même percolé dans son imaginaire avant qu'il le réalise. Oui, tout à fait. Mais oui. Et alors, je pensais à un truc quand tu en parlais. C'est que c'est aussi, j'ai l'impression, une des thématiques, c'est donc où est-ce qu'on trouve de l'espoir quand il n'y a plus d'espoir. La force en fait de se rejoindre et de s'allier face au mal qui arrive, mais c'est aussi la perte de l'innocence, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on s'engage et quel est le prix de l'engagement, puisque pour Frodon, son engagement il est énorme puisqu'il revient dans la comté, mais il ne peut pas revenir, il ne peut pas rester, c'est pas possible. Donc c'est hyper riche et ces thématiques universelles, on peut voir que c'est une guerre, mais en fait c'est beaucoup plus que ça qu'il raconte. Tout à fait. Quand je l'ai re-regardé, je pense que c'est pas juste ici avant, c'est il y a 2 mois. Et cette souffrance de Frodon, au fur et à mesure des films, elle me faisait mal, quoi. Mais vraiment, ça me fait mal au cœur, ça me fait mal aux muscles. C'est un personnage qui a tout sacrifié pour sa quête, là, pour le coup. Mais étrangement, pour moi, je me suis demandé pourquoi je trouvais ça terriblement ennuyeux. Vous ne trouvez, par rapport aux autres lignes, vous avez eu la même réaction aussi ou au milieu, le deuxième film, on s'emmerde un peu, la non ? quête de... Moi, je tiens à dire qu'à chaque fois en fait, qu'on se retrouve à suivre Frodon, c'est vraiment parce qu'il y a Sam. Oui, c'est pour Sam. C'est Sam le vrai héros. Mais au final, peut-être que c'est les deux figures de celui qui n'a Sans plus d'espoir Sam, et l'espoir, en fait. Sam, il vient ouais. toujours rappeler la comté, il vient toujours lui dire qu'ils sont à deux, Sam, alors que Frodon, c'est le coach cool. C'est le coach de vie, un peu. C'est un peu le truc complexe d'avoir un personnage principal. Après, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez pas mal de héros. La figure centrale, c'est qu'en fait, ce qui représente leur tourment, c'est plus ou leur manque de conviction, ou ceux qui les remotivent, c'est les personnages qui les entourent. J'ai le même problème avec Harry Potter, par exemple, un truc comme ça, qui est le personnage peut-être qui m'intéresse le moins là-dedans. Mais par contre, vous parlez de Sam par rapport à Frodon, mais il ne faut pas oublier Gollum, parce que l'association là-dedans, il y a vraiment Frodon, en fait, c'est il est entre les deux, il est entre les deux. Il est entre les deux. Il est pris entre les. En vrai, c'est son petit ange et son petit diable. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, tout à fait. Gollum, c'est ce qu'il pourrait devenir. Et Sam, c'est ce qui le ramène dans l'autre côté. Tout quoi. à fait. C'est et heureusement, plein de fois, on se disait heureusement qu'il y a Sam. Heureusement qu'il a insisté pour l'accompagner, sinon tout le monde était mort. Le moment, en fait, ça se sent très fort, mais ça se sent dans les romans aussi, je pense, pour le coup. C'est que l'arc de Frodon, en fait, d'une certaine manière, à partir du moment où il prend la décision de garder l'anneau tout seul et de partir tout seul, en fait, son parcours est résolu. Ce qu'il va faire après, c'est tenir cette résolution-là tout du reste. C'est justement après, tous les enjeux vont se dessiner ensuite dans le conflit entre Sam et Gollum, qui vont traduire, je pense, ce qui se passe au sein de Frodon. Mais c'est du coup ce qui se passe à l'intérieur de lui se reflète dans ces deux personnages-là. Et c'est ça la réponse qu'apporte aussi ce que n'a pas eu un Gollum, c'est que lui, il était seul avec l'anneau, donc il s'est fait bouffer. Ce que la meilleure force de Frodon, c'est qu'il a quelqu'un qui lui rappelle qui il est sans cesse. Donc il aurait pu être Gollum s'il avait été seul. Je pense. Oui, vas-y. Non, justement, ce qui me touche énormément dans toute cette relation à ces 3 personnages, c'est que je trouve que Sam est tellement, il est tellement Frodon, et je trouve tellement cruel avec Gollum. Il n'y a pas ce petit moment où il se dit mais Frodon ça aurait pu être Gollum. Il est hyper cruel avec lui. Ou justement il sent peut-être que... ou alors peut-être qu'il réagit comme ça par peur que Frodon devienne parce que c'est sa grande crainte évidemment, c'est que Frodon sombre. Tellement cruel en fait. Il y avait une visualisation dans une scène qui a été coupée où quand Faramir emprisonne Frodon, où il a une vision de Frodon qui a déjà un visage à la Gollum en fait, qui a finalement été retiré. Mais le personnage de Gollum est d'ailleurs un enjeu mais fondamental du Seigneur des Anneaux dans le récit et dans le film aussi. C'est un des plus beaux personnages sûrement de l'œuvre. Quel jeu d'acteur. Et c'est lui qui résout l'histoire au final. C'est son amour pour l'anneau,
c'est ce qui Et le fait- permet de terminer. Ah, oui, et oui. c'est la pitié qu'a Parce eu, que Frodon qu'a eu rate, Bilbon par rapport à lui qui fait qu'il y arrive. Et la si on- pitié que Frodon a eu aussi, Oui. parce qu'à un Pour lui, moment tout aussi, à ils ont fait. l'occasion de le tuer. Oui. Voilà, tout à fait. Ils ne le font pas. font Donc là-dessus, il y a tellement d'enjeux. Il y a un contrepoint en matière de structure. C'est-à-dire que les scènes à grand spectacle, elles sont plutôt du reste de la communauté. Et puis par contre, le conflit intime, il se ressent C'est ça. au niveau de ces trois personnages-là. Mais je pense d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de choix qui ont été faits pour que le film fonctionne en tant que film là-dedans. C'est ça. Il y a notamment certains choix qui ont été faits par rapport au roman, notamment de retirer le passage de Tom Bombadil très Ouais. tôt. Voilà, ça, on m'en En parle En fait, sans globalement, de réduire la partie errance de l'aventure, qui est ça, Ouais. un héritage de la littérature arthurienne médiévale, que Tolkien a beaucoup dans l'œuvre. C'est-à-dire, il y Ça a aide des quand grands même passages d'errance beaucoup, qu'on retrouve justement dans la partie Frodon et Sam. Ouais, ça Et aide déjà d'insister quand même beaucoup pas plus mal. sur les guerres, hein. Ouais, les, tout à les fait. scènes de bataille qui sont Mhm. beaucoup moins développées dans ouais, tout le à fait. roman. Le vraiment. gouffre de Helm, c'est un chapitre. Oui, hein, c'est. pas- Là, Peter Et ça, c'est Jackson. un très bon choix de Tout à fait, Jackson, tout à je fait. pense. Jackson va être fort inspiré. Après, lui, Jackson, quand il fait ça, il est inspiré non seulement par le Seigneur des Anneaux, mais aussi par tout l'imaginaire de fantasy qui le précède. Et en même temps, n'en déplaise peut-être même à Christopher Tolkien, qui voyait assez mal les films et ce qu'on en faisait, c'est à un moment donné, il y a plus ça dépasse l'œuvre de Tolkien même là-dedans. C'est les scènes de bataille et tout le truc, c'est tout un imaginaire que les amateurs de fantasy voulaient voir se déchaîner et qu'on n'avait jamais eu l'occasion de voir à l'époque. Notamment parce que techniquement, il n'y avait pas les moyens. Il y a eu plusieurs ruptures technologiques avec les films. Il y a l'arrivée notamment du fameux logiciel Massive qui permettait de simuler des scènes de bataille, des scènes de foule, en tout cas avec notamment une intelligence artificielle qui faisait qu'on n'avait pas besoin de se préoccuper de tous les intervenants et tout le truc, qui était expérimental à l'époque, mais qui s'est développé pour les besoins du film. Et puis après, Jackson lui-même est un grand passionné de la guerre. Mais voilà, il a refait du documentaire ensuite là-dessus. Il s'est inspiré notamment dans les scènes de bataille de la structure d'un film qui s'appelle Zulu, qui datait de 1964, qui montrait un hôpital britannique se faire assaillir notamment par des guerriers Zoulous, 4000 guerriers qui arrivent. Et un des enjeux, une des constructions de Zulu, c'est de ne pas... Alors, quand la bataille arrive, on s'y concentre, mais c'est surtout de travailler l'attente. D'avoir tous les personnages qui récupèrent progressivement des informations sur le conflit qui arrive va être colossal. Et on voit à quel point dans les deux tours ils en travaillent. Beaucoup de choix scénaristiques ont été motivés. Aragorn, par exemple, quand il se fait, la mort symbolique qu'il a dans les deux tours est absente du roman aussi. Ça a été fait pour que ce soit... Parce qu'il disait dans le roman, c'est un éclaireur qui voit arriver l'armée d'Uruk-hai. Il disait, nous, on a envie que ce soit un des personnages principaux. Bah oui, donc ils ont bien fait en sorte sûr. que ce soit Aragorn. Et beaucoup de choix d'adaptation viennent du fait d'avoir notamment... Ils ont enlevé Tom Bombadil aussi, il disait, parce qu'à notre sens, autant ça fait sens... On comprend dans le roman pourquoi c'est là, mais il dit en même temps montrer si tôt dans l'histoire un personnage sur lequel l'anneau n'a pas d'effet, pour nous c'était un problème. Parce que ça a atténué le truc, et c'est un problème qu'ils ont rencontré avec Faramir, qui a été transformé aussi en la matière, pour deux raisons. Une raison effectivement thématique là-dessus, sur en même temps montrer un humain qui d'un coup n'est pas du tout réceptif au pouvoir de l'anneau, c'est problématique pour eux là-dessus. Et puis il y avait un autre souci, c'est il disait en fait en termes de timing dans les opérations du film, dans le livre Les Deux Tours est divisé très clairement en deux livres. Il y a un livre, c'est ce qui se passe avec Aragorn et compagnie, et puis l'autre livre, c'est ce qui se passe avec Frodon. Mais il disait le problème, c'est que si on commençait simplement à faire des échanges alternés, normalement, Frodon, Sam et Gollum se dirigent sur Kiris Ungol, donc là où il y a l'antre d'Arachné, au moment où les portes du Mordor s'ouvrent pour attaquer le Gondor. Mais il dit le problème, c'est que si on respecte ça dans le film, on va se retrouver à un moment avec un grand trou dans les déambulations de Frodon et Sam, puisque normalement leur timing c'est Pipin et Gandalf voient théoriquement le moment où le Mordor s'ouvre, donc ils se sont dit il faut qu'on complète ça, et ils se sont dit tout a concouru pour que à ce moment-là, pendant une période, Faramir devienne l'antagoniste. Faramir qui résiste à l'anneau comme Aragorn en fait, au final, comme si on va plus loin dans la grammaire en fait du pouvoir de l'anneau, comme si en fait les gens qui ne recherchent pas le pouvoir sont déjà un peu mieux blindés, quoi. Parce que un Boromir sur lequel son père mise tout de manière complètement étouffante, ou même le roi du Gondor, l'intendant du Gondor justement qui le souhaite, etc. Il y a vraiment une critique du désir du pouvoir qui est symbolisé vraiment par l'anneau évidemment, mais placer en fait ces personnages autour de leur rapport à leurs besoins du pouvoir de domination a fini de solder en fait la constellation de personnages. Et ce qui fait la richesse, on va dire, psychologique des personnages, parce que même les figures presque divines de l'imaginaire, donc comme Galadriel ou comme Gandalf, qui ne résistent pas, savent eux-mêmes qu'ils ne sauraient pas résister à l'influence de l'anneau. Donc c'est pour ça que Gandalf n'ose même pas le toucher. Et que Galadriel, il y a une scène qui est assez magistrale dans le 1, doit résister vraiment à la tentation de l'anneau, alors que normalement c'est vraiment une. Parce figure. qu'elle quand elle revient à elle dit même j'ai passé le test, j'ai réussi.
réussi, j'ai passé l'épreuve. Ouais. Alors que c'est la reine des elfes, c'est une figure normalement qui doit Ouais. être parfaite. Tu parles de Galadriel, mais justement, on voulait parler aussi, enfin, Katia voulait parler justement le peu de personnages féminins. Mm. Qu'est-ce que Yeah. tu voulais nous Est-ce que vous- raconter Vous avez vu passer cette vidéo, je remercie Damien Sneyers de me l'avoir envoyée. C'est une vidéo sur YouTube, c'est voici le condensé des échanges entre deux femmes dans Le Seigneur des Anneaux. Et il n'y en a pas. Ah, non, et c'est juste Éowyn, quand elle va vers la petite fille qui revient avec son frère, elle dit « Où est maman ?» Elle fait « Chut !» C'est terminé. Ça mourir ça. de rire. Je pense que c'est un héritage littéraire médiéval, arthurien, parce etc. que Jackson en plus a poussé le curseur pour mettre des femmes Pour dans... mettre plus... Oui, un parce peu qu'il y en a plus, encore moins. Genre Arwen n'existe pas Arwen, là, c'est dans ça. le roman. Ouais, Elle apparaît ouais. quasi que dans les appendices et la relation Mhm. n'est pas racontée dans le Seigneur Mais des il y a, Anneaux, il y a- il y a un proprement peu dit. c'est dommage parce qu'ils ont instauré des trucs. Par exemple, Éowyn, elle dit à un moment donné, quand elle s'entraîne avant de faire son pactage, elle est avec son épée et puis elle croise le fer avec Aragorn. Oui, je crois. Et il lui dit, c'est pas mal ce que vous faites. Et elle dit, les femmes du Rohan ont appris à tenir l'épée, sinon elles tomberaient par elles. Mhm. Bah, elles sont où alors du coup les femmes du Rohan pour Mhm. sortir l'épée? C'est dommage, il y avait une porte là. Je me demande aujourd'hui si on refaisait le Seigneur des Anneaux, comment on réorganiserait justement les personnages féminins. Il y avait déjà cette question-là qui s'était posée dans l'adaptation. Comme je dis, Fran Walsh et Philippa Boyens, c'est la scène que tu décris, c'est elles qui l'ont écrite notamment. Et il y avait eu beaucoup de discussions pour savoir comment renforcer justement là-dessus. Et d'ailleurs, il y a des scènes qui avaient été tournées avec Arwen au gouffre de Helm, où elles se battaient, elles étaient là-dessus. Mais en fait, elles se sont dit en faisant le rush, elles disent mais on peut la rendre forte sans lui mettre une épée à la main. Et notamment, elles se sont dit tous les enjeux qui tournent autour d'Arwen visent justement à en faire un personnage qui n'a pas besoin de sortir l'épée pour malgré tout avoir son individualité, pour avoir sa force et tout. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait Arwen pendant tout le film? Elle attend Aragorn au final. Enfin, je veux dire. Elle aurait pu repartir. Mais elle En même résiste temps, à son père quand même. Oui, elle résiste. Et Ouais, grâce à à la elle, on décision de reforge son père. l'épée. C'est elle Parce qui qu'il demande dit, qu'on forge l'épée, hein. C'est elle elle dit, qui Ouais, demande ouais, qu'on non, forge je crois qu'elle a l'épée. quand même un Il rôle. va quand C'est même ça. voir son beau-fils, il dit bon mec, t'as intérêt à survivre parce que sinon je te jure que ça va mal se passer. Ouais. Non mais c'est vrai, au final c'est ça qui se passe dans la tente. Hein. Mhm. Il lui dit voilà, ma fille est mourante, j'en ai marre de cette guerre, voilà l'épée et t'as intérêt à revenir victorieux quoi. C'est ça au final. Oui, qu'il mais c'est fait. elle effectivement qui donne ça. Je pense que là, il y avait. C'est compliqué dans le sens où en même temps, tu sens par exemple que du côté de Tolkien, c'est un récit de camaraderie masculine, mais ça vient effectivement de son expérience sur Aussi, le oui, champ sur de le champ de bataille. bataille, Oui, bien le Je veux sûr. dire là-dessus. Et c'est une là- thématique magnifique, hein. Enfin, il n'y a pas à dire, mais par exemple, mieux préparer je ne suis pas un homme, et Éowyn qui flingue le roi, ça. enfin, le chef des Nazgûl dont j'ai oublié le nom. C'est le roi Sangmar. sorcier. Le roi Le roi sorcier dans le mar. Voilà, tout ça, c'est chouette. Mais par exemple, si c'était tourné aujourd'hui, peut-être qu'il poussera un peu plus les curseurs. C'est chouette, mais ça. c'est aussi du coup à décharge de Tolkien. Enfin, je ne veux pas le Oui, défendre tout à ici fait, pour avoir c'était- ça, mais Non, non, bien sûr. Éowyn a vraiment un rôle décisif dans la Parce que guerre c'est de un l'anneau. c'est un magnifique personnage. Mhm. Oui, oui, oui. Et c'est la seule qui pouvait te faire tomber. Oui. Parce que le Oui. roi sorcier, quand même, je veux dire, si elle le tue pas, ils ont perdu la guerre. Bien hein. sûr. Donc elle a un rôle Mais vraiment voilà, ça fondamental. c'est moins Ouais, ouais. exploité dans la menace de ce roi sorcier au final est moins exploitée de ce que. Enfin, Bah, ça fait presque l'aurait un peu pu, un quoi. jeu de mots, quoi. Aucun homme ne peut me tuer. Ah, Mais pas bien de chance, je suis une sûr. femme. Mais oui, pouf, mais paf, c'est merci, génial. au revoir, ouais. Mais C'est si génial, on, quand si tu on t'y attends analyse pas. quand même derrière. Bah, ouais, disons on voit encore une que fois, de la ça- même manière que c'est la pitié qui amène à ce que Gollum prenne l'anneau, c'est parce que Éowyn n'écoute pas toutes les injonctions qu'on lui fait de rester à s'occuper des autres justement au gouffre de Helm, qu'elle brave ça, qu'elle part, qu'elle se dissimule, qu'elle se cache, qu'elle récupère d'ailleurs Merry qui lui-même est mis à côté aussi. Et idem pour Merry, j'allais dire, parce que en fait, je crois que lui, il a un rôle très important et je crois qu'il est plus explicité dans les romans, c'est que c'est le seul à avoir une âme qui est capable de passer les défenses des Ouais, Nazgûl, ouais, en fait. Tout à fait. Oui, il a la lame elfique qui lui permet effectivement de vaincre le truc. J'ai plein de Mais- choses à lire, mais je vais lire Le Seigneur des Anneaux à 37 ans après avoir vu tous les films. Effectivement, mais en tout cas, c'est la brèche de dire les femmes ne doivent pas rester dans le gouffre. Mhm, en fait. c'est ça. Et en même temps, on se C'est- posait la question, on se disait, en même temps, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de l'espoir qui est représenté par les enfants, par les générations futures. Si tu mets que des vieux, forcément, on doit Mais grandir un peu tout seul. Je donc- pense qu'il y a Mais une répartition plus claire. Mais je pense qu'en même temps, le film montre la transition en la matière. Elle a été justement d'autant plus marquée parce que quand on voit l'insistance à définir le personnage de Éomer, notamment, qui lui, pour le coup, du Conan, Oui. il dit à Merry, ah non, mais toi, t'as le bras trop court, donc je crois ta conviction, mais tu restes là où t'es. Toi, ma sœur, tu vas t'occuper de Tout à quelqu'un fait. d'autre là-dessus. Et de voir que finalement, lui, au gouffre de Helm, il a quasiment, enfin, que ce soit au gouffre de Helm, il arrive, il sauve, mais voilà, c'est un vecteur
conducteur des armées. Puis après, sur Pas la du tout bataille ça, des champs ça. des Pelennor, il n'a pas non plus forcément beaucoup d'actions. Toutes les actions majeures, elles sont accomplies par les autres en la matière. Ouais, parce que c'est un beau personnage aussi, et Homer, le fils prodigue, qui est Le neveu. éjecté, le neveu, mais je pensais Ouais. au fils prodigue qui part et du coup qui Mhm. revient Et qui au revient, moment ouais, c'est opportun, ça. même si c'est le neveu, le frère d'Eowyn. Mais c'est aussi un personnage hyper intéressant, comment vivre ce... Il y a vraiment matière à faire une série en 18 saisons, mais comment ce personnage vit le rejet, comment sa loyauté revient, comment est-ce que Gandalf l'a convaincu, enfin tout ça... Mais il y a pas de très beaux personnages. Hein, ça, Oui, Ouais, mais tout à fait. Bah, tous en fait. je pense que c'est une des caractéristiques, c'est que justement, comme on dit, on a envie d'en savoir plus. Et je pense que c'est pas pour rien que du coup, l'œuvre de Tolkien a infusé cette envie de vivre plein d'aventures et d'imaginer ce qui se passe justement. Mais les Rohirrim, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils font ailleurs? ça. Les nains, ils vivent comment? Et ce qui est Les génial elfes, avec ils Tolkien, vivent c'est comme il a pensé à tout. Si on a envie d'en savoir plus, il y a ben, on matière. trouve. Il Oui. suffit d'aller voir. En parlant donc d'en savoir plus, il y a la question peut-être des versions longues qui est abordée, parce que là, vous parliez des Homer. Je trouve que, par exemple, l'une des particularités avec Homer des versions longues, c'est qu'il me parvient à me le rendre plus sympathique. Oui. Parce que, par exemple, le fait qu'à un moment, on le retrouve sur le champ de bataille, retrouver le cadavre de sa sœur et être... Enfin, le cadavre, non, c'est pas... Elle ne meurt pas, pour corps. ceux qui Ouais, n'auraient pas le vu le corps. corps. Et Si ceux qui nous écoutent n'ont pas vu les films, ils n'ont rien compris depuis le début, je pense. Donc, Ouais. en fait, Qui n'a pas vu sur des c'est anneaux typiquement, c'est typiquement le genre de scène qui parvient à me le rendre sympathique. Mais il y a la petite particularité qui fait qu'il y a des personnages qui sont censés être très sympathiques, où tout à coup, je les trouve beaucoup plus antipathiques à cause de certaines scènes. Et je pense notamment à Aragorn. Oui. La façon qu'il a, en traître, de tuer la bouche de Sauron, dans une scène assez connue donc du Retour du Roi, où il lui présente la veste en mithril de Frodon pour dire voilà, on a réussi à tuer, il n'y a plus d'espoir pour vous. Oui. Et lui, il passe juste à côté et il lui coupe la tête. Je suis là tout à coup, waouh, c'est Ouais. pas du tout le personnage. Mais ça a été épuré dans ce sens-là, peut-être. Peut-être parce C'est- qu'en fait, moi je trouve, et je vais juste terminer là-dessus, qu'il y a des problèmes en fait avec la version longue et surtout des gros problèmes de rythme. Oui. Je C'est peux pas marrant parce m'empêcher que- de m'embêter Oui, à ça certains se ben, voit tout de suite quand c'est les moi, scènes pour le coupées. coup, c'est exactement le rapport contraire. Ah, c'est drôle. J'ai toujours trouvé je trouve que les versions longues sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Moi, je C'est, préfère aussi les je versions m'ennuie longues, plus quand je vois les versions courtes que quand je vois les versions longues. Oui. C'est parce que en fait la plupart des scènes, je trouve, ont toute une utilité. Elles amènent une résonance que des on rimes et des comprend choses mieux comme ça avec qui la sont version importantes. longue, on comprend mieux Oui, les tenants et Ah, on aboutissants. comprend mieux. Eowyn Ah oui, Faramir, clairement, il y a des par choses qui ne exemple. sont pas expliquées dans les versions courtes qu'on comprend quand on voit les versions longues ou qu'on comprend quand on a lu les livres. Mais par exemple, pour les spectateurs des versions courtes, il y a des choses qui ne sont pas. Ne serait-ce que dans le 1, par exemple, pourquoi est-ce que tout d'un coup Gandalf décide de changer d'avis? Là, ils veulent passer par la montagne et pas passer par le bout de l'île. Il dit j'irai jamais dans les mines de la Moria. Et puis tout d'un coup, il change d'avis. Si on voit la version longue, on comprend que c'est parce que les hobbits sont en train de mourir de froid en fait dans la montagne et donc il n'a vraiment pas le choix. Le fait que les cadeaux elfiques, on ne voit pas la remise des cadeaux elfiques là-dessus. Et puis C'est ça. dans les versions courtes, ne comportait pas une scène qui a toujours été problématique à intégrer, qui était la mort de Saruman. Donc là, en fait, ils ont Qui toujours est eu un du des mal. gros changements par rapport au roman, là, Tout à justement. fait. Ils ont eu beaucoup de mal avec cette scène-là parce que normalement, elle devait s'intégrer initialement à la fin des 2 tours. Dans le roman, Saruman ne meurt pas là-bas. Dans le roman, en fait, c'est donc Saruman est banni après la bataille du gouffre de Helm, et c'est tout à la fin de l'histoire, quand les hobbits reviennent, ils s'aperçoivent que la comté a été conquise par un dénommé Charcou. Elle commence son industrialisation, on va dire, et ils se rendent compte que Charcou, c'est Saruman en question. Et donc ce sont les hobbits qui lui bottent le cul, ça. on va dire, mais par Donc contre, pour c'est ceux qui bien... ont vu le film et qui trouvent la fin longue, dites-vous que le roman est encore beaucoup plus long sur la fin. Hein. Tout à fait. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont réduit cette part-là à juste quelques images dans le miroir de Galadriel, Ouais. parce qu'ils s'étaient Encore dit... une fois, très bon choix. Oui, tout à Pas, fait. il me semble. Tant qu'on parle de Saruman, peut-être que vous allez, parce que j'espérais que vous alliez peut-être répondre à une de mes questions que je me pose à chaque fois depuis, ça fait quoi 20 ans qu'il est sorti, Ouais. que je regarde 20 la ans. communauté de l'anneau. C'est-à-dire que nous avons donc une expédition qui part pour détruire l'anneau au Mordor, dans la montagne du destin, c'est-à-dire vraiment à 2 pas de Sauron. Sauron qui cherche l'anneau. Sauron qui sait où il est à un moment donné, qui sait qu'il est en chemin. Pourquoi est-ce que Saruman met des bâtons dans les roues de l'expédition pour ne pas qu'ils avancent, alors que si j'étais Sauron, je lui dirais « laisse-les venir, tu surveilles l'entrée, on en reparle après ». Il y a quelque chose qui m'a sûrement échappé. C'est parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils vont dans le Mordor. Ils D'accord. savent pas, donc ils vont dans le Mordor. Une des idées maîtresses justement de tout ça, c'est que Sauron n'imagine jamais qu'on va détruire l'anneau.
Sauron s'imagine toujours que l'anneau va va aller dans les utiliser mains l'anneau d'un contre chef lui. de guerre ou d'un Il a, truc ainsi. il a tellement confiance dans son maléfice, je vais dire, qu'il se dit c'est- ils voudront il jamais dit- le détruire. Dans une des D'accord. scènes de version longue, tu as Gandalf qui le dit à Aragorn et dit même dans ses pires cauchemars, il n'imagine pas qu'on essaie de détruire l'anneau. Voilà. C'est Ça. quelque chose. Et puis c'est une autre temporalité. C'est quelque chose peut-être qu'on ressent pas très bien dans le film, mais ça se passe sur un temps beaucoup plus long hein, dans les romans. Et par exemple, quand tu disais tout à l'heure, Frodon récupère l'anneau et puis ils partent à l'aventure. Mais en fait, entre le moment où Frodon récupère l'anneau et où Il y a il part à 20 l'aventure, ans, je années, crois. non Il y a 20 ans. 17 ans. ouais, qui Ouais. passe. Hein, au moment, parce que en fait, Gandalf, dans les Il doit films, faire des on le recherches, Gandalf, Gandalf pendant ce temps-là. Dans les sent en films, on fait le que sent pas Sauron du tout. reprend de la puissance, sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais Sauron cache lui-même son jeu, hein, il veut pas, et il va investiguer pendant 17 ans, il va se faire enfermer par Saruman, etc. Mais il va investiguer, il va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pas du tout une évidence hein, que Sauron se lève une armée, va combattre. C'est pas, au début, c'est vraiment pas une évidence, c'est presque une intuition de Gandalf, confirmée quand il va voir Saruman et qu'il se rend compte que Saruman travaille pour Sauron. Mais voilà, c'est pas du tout une évidence. Donc on est sur un temps beaucoup plus long et Sauron, en fait, essaye de récupérer de la puissance, mais il n'est pas redevenu le grand méchant qu'il était. Il a besoin de l'anneau pour récupérer toute Voilà, cette c'est puissance, ça, parce justement. qu'il a été détruit à la fin du deuxième âge, Du ce qu'on deuxième voit au âge. tout début du Seigneur des Mais Anneaux. je trouve ça fou, 17 ans dans le bouquin, parce que dans le film, tu as l'impression que ça passe en 6 mois, quoi. Enfin, dans les films. C'est une Et des- la petite particularité aussi, c'est qu'il y a une énorme différence d'âge entre Frodon et Sam, Oui, qui en fait est son serviteur. Et ça, c'est Ouais. vraiment quelque Son chose qui... jardinier, Et je trouve son ouais, jardinier, ouais, mais ouais. même je trouve qu'il est fort traité comme un serviteur en fait dans le roman. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose qu'ils aient Oui, mis ouais. le holà là-dessus. Mais sur le film. c'est la question de la Ouais. temporalité qui n'est pas simple à gérer en fait, puisque tout s'explique dans la géographie de la Terre du Milieu, mais en même temps le rythme du film, de faire un gap où d'un coup tu te dis tiens il y a 17 ans qui s'écoulent sans trop comprendre pourquoi, c'est difficile, donc il faut effectivement créer un rythme qui fait... S'il les avait vieillis à la Harry Potter, Oh mon ça Dieu. ne Ouais, c'est ça. ça ne m'aurait pas Ouais. convenu. Mais c'est vrai que cette thématique-là, et d'ailleurs je pense que c'est plus clair dans le roman que Saruman veut l'anneau pour lui. Il veut pas simplement le prendre et le C'est donner à ça. Sauron, il veut le Mais je garder comprends pour ta lui. question, Oui, Katia, parce que c'est je me vrai disais, que mais en c'était- fait, ouais. c'est contre-productif. Moi, je suis Sauron, je prends mon général, je lui dis, qu'est-ce que tu... Hein Qu'est-ce qui te Mais prend, mec en fait, le truc, Maintenant, c'est je que comprends tout à Il y fait. a cette idée notamment qui est souvent expliquée dans les trucs, c'est-à-dire que souvent Tolkien a remis en lumière certains éléments de l'histoire, y compris celle de Bilbo le Hobbit, en disant que si Gandalf soutient la quête contre le dragon, c'est parce qu'il soupçonne que le nécromancien pourrait être Sauron. Et il se dit si jamais il y a une association entre le dragon et Sauron, ça va poser problème. Mais il y a aussi cette idée quand on apprend que l'anneau réapparaît, c'est qu'en fait personne n'a confiance en personne pour savoir qui va le prendre. Mais oui, c'est donc ça. Sauron ne peut pas laisser le risque que Saruman prenne l'anneau et qu'il le garde pour lui. Tout comme il y a cette idée, et c'est pour ça que Gandalf affronte le Balrog, c'est que c'est une force à faire taire à ce moment-là, parce que si elle prend parti dans le conflit qui vient, le Balrog peut déforcer les trucs. Mais si le Balrog prend l'anneau, ça devient problématique aussi pour tout le monde. Donc il y a effectivement ces jeux d'influence et ces jeux de pouvoir qui sont installés, et c'est aussi une des questions qui est résolue, parce que on a fait un gag dans YouTube généralement de se dire mais pourquoi est-ce que c'est pas les Elgues qui amènent Oui, qui amène le truc. En fait, Philippe Aboyen s'y répond dans le commentaire audio. Il dit, mais l'idée de la quête de Frodon, c'est une quête de la discrétion. C'est justement, ils vont aller sans qu'on le voit arriver là-dedans. Il ne faut pas qu'on le sache. La quête, elle est secrète. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de camouflage avec des grandes batailles qui se déroulent ailleurs pour attirer l'attention ailleurs que sur Frodon. Il disait, mais si les aigles arrivent à l'horizon du Mordor et qu'on les voit arriver, les Nazgûl vont sauter sur leur féroce scellé et vont les intercepter. Il disait, donc Voilà, du coup, en fait, on préfère utiliser la voie de la discrétion. C'est la seule voie qui a jamais été employée pour détruire l'anneau en fait. Et puis c'est lié aussi au statut des aigles, qui sont des sortes de messagers des dieux qui ne peuvent pas avoir une influence décisive sur le cours des choses dans le monde. Quoi. Les Tolkien le disait lui-même, tout à il fait. faut... Parce que même d'un point de vue narratif, il faut se méfier des aigles, ils sont un peu trop puissants. On Oui, ne peut pas en tout à faire fait. n'importe quoi, sinon effectivement il n'y a pas Et puis, d'histoire. les grandes forces du passé ne veulent pas s'impliquer dans le monde qui arrive en fait C'est ça. aussi. Elles se retirent. Parce que même, c'est progressivement. ça, et puis même Gandalf, on peut imaginer qu'il a un pouvoir bien plus puissant que celui qui l'utilise, parce que Oui. Gandalf c'est un dieu en fait dans la mythologie, tout dans à la fait. cosmogonie de... C'est un Maya. Voilà, c'est ça, c'est une sorte de petit dieu, un dieu Ouais. mineur, on va dire. C'est comme un ange en fait. Voilà, c'est ça. Vraiment. Dans la religion catholique, ce serait l'équivalent d'un ange, donc on peut imaginer qu'il prend la forme d'un vieillard, mais un peu comme Merlin. tout Le à vieillard, fait. c'est une des formes que Merlin peut prendre, mais c'est pas la seule. Dans la Comme mythologie. Odin aussi, dans Ouais. la mythologie scandinave, qui prend cette forme de vieillard, mais c'est une des formes. Gandalf, c'est pas un vieux monsieur. Non, hein, non. c'est Gandalf, un vieux. dans sa substance, il a la même substance que Sauron et que le Balrog. C'est ça. Et même que les aigles, en fait, ça fait partie. Ouais. C'est son... Et donc on voit bien que ces gens-là, toutes ces puissances-là, laissent quand même en gros les peuples de la Terre du Milieu régler leurs conflits entre eux. Quoi. Voilà. Ils ne veulent pas trop intervenir, même s'ils aident quand même, Ouais, ils ont des rôles décisifs, mais voilà.
C'est dit, même les elfes, ce sera un peu plus explicité avec Bilbo le Hobbit par la suite, mais même les elfes, en fait, c'est plus leur monde, ils savent déjà que c'est en train de partir. C'est pour ça qu'ils veulent pas intervenir. Il y a l'idée en fait que les hommes doivent se sauver eux-mêmes. Ouais, c'est ça. en fait, l'idée. Waouh. C'était beau ça, très très beau. C'est tout à fait. Avez-vous encore peut-être un point que vous dites, quand vous serez parti d'ici, vous allez dire « Ah merde, Ah, j'ai oublié de Moi, parler je de voulais ça. juste faire une observation parce que ma fille est à la crèche, on va visiter des écoles et tout ça, donc on voit beaucoup de prénoms. Il y a des Arwen, il y a des Éowyn, mais il n'y a pas de Frodon. Est-ce que vous connaissez un Frodon, un Bilbo Je connais pas de Frodon de Bilbo là-dessus. Il y a tellement de choses. Moi, je pourrais parler pendant des heures de plein de trucs, de la construction musicale, de la construction des séquences. Même, et après, une des images qui m'a le plus satisfait en fait là-dedans à l'époque, c'était je trouve que les derniers plans d'Aragorn quand il est devant la porte du Mordor. À la fois, je trouve que d'un point de vue de la mise en scène, je sais pas comment ils ont fait. Je trouve que quand il se retourne vers Gandalf après que Sauron ait l'air de le tenter, on a l'impression qu'il ressemble à Isildur. Oui. Puis quand il se retourne et qu'il dit pour Frodon et qu'il fonce le premier, en fait pour moi là tous les enjeux sont là. C'est vraiment en fait ils se Les battent pas frissons, pour se sauver C'est eux-mêmes, ça, hein. à la C'est, fin de la bataille du gouffre de Helm, ils sortent dans le matin qui se lève en criant pour le roi. Et là, lui-même, enfin, c'est lui le roi de retour, mais il crie pour Frodon. Et cette scène, effectivement, quand Elle est incroyable. c'est là que je pleure parce que j'ai pas beaucoup d'émotions en fait quand je regarde Le Seigneur des Anneaux. Peut-être que je l'ai trop vu, mais cette scène où tout le monde Tu me connais, moi, c'est toutes les 10 minutes. Bah oui, je sais, c'est pour ça que je te regarde. ne vous agenouillez devant personne et que tout le monde se... Mes amis, c'est nous. Ouais. Oui, et c'est juste magnifique, quoi. Il y a plein d'images symboliques, le gouffre de Helm notamment, le fait que je trouve que ça fonctionne super bien en plus à l'image, le fait que les Uruk-hai tendent leurs armes et puis on a Gandalf qui descend avec les cavaliers du rang et que c'est le soleil levant qui aveugle les orques qui leur permet de faire leur percée dedans. Magnifique. Je trouve que voilà, c'est une image qui et je pense que chaque film a ses moments comme ça. Ouais, c'est ça. Quand Gandalf va sauver Faramir dans le 3 par exemple, on va rechercher oui, Faramir, avec la chanson de Pipin. où la musique s'arrête presque complètement et qu'on voit cet arc de lumière qui sort de... La chanson de Pipin. La chanson de Pipin. Ouais. Oui, tout à fait. Billy Mais Boyd. Pipin, c'est vraiment un personnage beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait imaginer. Moi, je Mhm. trouve il est très très chouette ce personnage-là, et c'est un peu... Il est extrêmement bien interprété en plus. En plus, ouais. Il y Mais avait finalement, c'est celui qui ressemble plus pour moi à Bilbo. Oui, C'est ouais, vraiment. tout à fait. Sauf que là, on voit bien qu'on est dans un autre régime d'histoire parce que Bilbo garde une forme d'insouciance tout le long de Bilbo le Hobbit. Que Pipin, son insouciance, amène des catastrophes énormes. Quoi. Enfin, Les mines de la Moria, parce que c'est lui en faisant tomber le seau là-dedans. avec ce truc qui n'en Des finit pas. clans, donc voilà, toutes ces conneries amènent des catastrophes quand il touche le Palantir, etc. Voilà, mais c'est un personnage très très attachant. Et le discours d'ailleurs que Gandalf, pour revenir sur l'espoir, que tu dis qu'il y a toujours le discours que Gandalf fait à Pipin De la quand, citadelle. à la toute fin aussi du combat à Minas Tirith. Ils disent la mort, c'était pas la fin, c'était qu'un autre chemin. Enfin voilà, on voit qu'il y a toujours de l'espoir, mais même ils ont presque le couteau sous la gorge et ils continuent à défendre. Tout à fait. Bah, franchement, je viens de me retaper les 3 films en version longue et j'ai envie de revoir les films après avoir parlé avec vous et lire le livre. Oui, enfin. moi aussi, parce que j'ai jamais lu les livres non plus et j'ai vraiment envie de les lire. Là. Il y a quelque chose qui a été important. Je pense que c'est pour ça qu'à mon sens, c'est important. Le final, parce que je sais que ça a toujours généré effectivement pas mal de discussions, notamment ces 10-15 minutes d'épilogue. Mais je trouve qu'elles amènent. Quand j'ai vu Le Retour du Roi, j'ai pu parler pendant 1 heure après tout ça. Et en fait, le ressenti que j'ai, qui est assez similaire à celui de Frodon et de ses potes, c'est en même temps, c'est des amis qui sont moi, j'ai pas envie de les voir partir, mais je sais que ça va se finir. Et je pense que le fait de faire durer ces trucs-là, d'ailleurs, pour l'anecdote, s'il faut amener le truc, la scène de l'adieu au Havre Gris, ils ont dû la refaire 3 fois, avec la même intensité émotionnelle. La première fois, parce que l'interprète de Sam avait oublié de mettre son gilet, donc il y avait un faux raccord, ils s'en sont rendus compte le lendemain, ils ont dû la refaire. Puis ils refont la scène, et là, l'assistant pointeur fait pas bien le point, toute la scène est floue, donc ils doivent revenir, et ils l'ont refait une 3e fois. En fait. Et il y a des images dans le making-of où on voit justement les derniers plans qui ont été tournés, c'est ceux où tu as Frodon qui est en train d'écrire son livre là-dessus. Et toute la journée, ils ont travaillé toute la journée pour ce plan-là, et à un moment donné, tu avais Jackson qui disait on la refait. Et il y a des commentaires, les gens sur les plateaux disaient mais ça fait au moins 3 heures qu'on l'a en fait cette scène-là. Et en fait, ils se disaient il n'arrive pas à lâcher. Ça fait 7 ans, 10 ans, je sais plus qu'il travaille là-dessus. Il arrive à la fin du parcours, il n'arrive pas à lâcher le truc, quoi. Mais je pense qu'on est beaucoup à le savoir ici, quand t'as sur un énorme boulot comme ça, quand tu le termines, mais c'est la dépression.
La dépression Ah bah oui. totale. Nous aussi, on veut C'est- prendre le bateau pour les Havre Gris. Ouais, c'est ça. Mais cette amertume à conserver à la fin était importante. Cette idée que Frodon dit la comté n'a pas été sauvée pour moi, et donc de montrer que malgré tout, même si le mal est vaincu, Mais il y a fait quand un même. dernier. C'est une fin douce amère, hein, vraiment. Oui, parce Ouais. qu'il Ouais. il dit que la comté n'a pas été sauvée pour moi, mais il fait un cadeau énorme à Sam. Il dit tu ne vas pas pouvoir toujours te couper en deux. Oui, oui, tout à fait. Il préfère partir et lui laisser construire sa vie dans le futur, etc., avec ses enfants et tout. Et cette phrase-là est incroyable, quoi, parce que Sam était toujours un peu avec Déchiré, ouais. Déchiré. l'anneau. Et d'ailleurs, la dernière réplique du film, c'est « Ça y est, je suis rentré Oui. Ouais. ». Il dit Oui. une fois que Frodon est Je parti. vais quoi. plus. Qui assoit définitivement Sam comme le Pleure héros de la aujourd'hui, grande Caro. aventure. Oui, c'est le d'ailleurs. héros de la Ouais. grande aventure. Alors, pour la petite anecdote, si vous avez lu la chronologie, en fait, Sam finalement part quand C'est même le prend dernier à bateau et s'en va. partir, d'ailleurs. Il s'en va, il part dans les Havres Gris en fait. Parce que dans le roman, ce qui est pas dans le film, quand Frodon se fait piquer par Shelob, il récupère l'anneau mais il s'en sert pas. Alors que dans le bouquin, il s'en sert pour se dissimuler quand les orques arrivent en fait. Et donc il est considéré comme un des porteurs de l'anneau aussi. Eh bien, Bien, ça, c'était un épisode différent de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on ne s'est pas amusé à tout résumer. Mais sinon, on aurait pu faire. On a vraiment dû choisir. Je vais quand même remercier Vincent parce que il a bien géré de faire cette petite structure pour aujourd'hui. Vraiment, je trouve qu'il a eu une super idée de proposer ça parce que moi, comme je vous ai dit, j'étais pas du tout assez experte que pour savoir comment prendre cette montagne. Et je trouve que finir la saison comme ça, c'est exceptionnel. Voilà, on a environ 1h20. Est-ce que Oh, vous avez... ça va, C'est assez. Est-ce que ça vous va. avez réussi à être concis, hein? Ah bah Oui, je parce suis, que je je suis croyais que très ça allait épaté durer par 2, nous-mêmes hein. en fait Oui. là-dessus. Oui. Bah, on peut parler du Hobbit maintenant. Moi, j'aime pas le C'est Hobbit. nul. J'aime pas ce Je film. Non, quand pense même qu'en pas. termes d'adaptation, il y a plein de choses super à dire là-dessus. Même si je crois que justement, et en fait, ils ont fait toutes les erreurs d'adaptation qu'ils n'ont pas fait sur le Seigneur des Anneaux. Mais ce Mais, que je propose, c'est qu'on refasse un épisode avec vous et on parlera du Hobbit. eh Ah ben, bah, on fera vendu. ça va. Il y a beaucoup de choses. Je vais dire des bonnes choses dessus aussi, et je vais dire aussi ce qui fonctionne pas. Et je Oui, serai oui, plus oui. dure pour cela. Parce qu'ici, je vous ai franchement écouté presque, bon, je ne sais jamais me taire, mais presque religieusement. C'était passionnant. Merci, les amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était le Popcorn Club. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Equinox FM de nous prêter leurs super locaux. Cet épisode est à réécouter entre autres sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Radio Rectangle. Vincent, t'oublieras pas de racheter du popcorn?